Congratulations! Oh, incroyable! Sebastian fights back. Loves to be aggressive, doesn't it? But in the future, happen something with you, it will be a problem. Okay. I will be arrested. We don't need to shake hands. We are okay. Rossi now! Rossi ready now! There is going to be a race direction. Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la boîte à clapper. Je suis très content de vous retrouver pour un nouvel épisode. Ça fait beaucoup d'habitude, vous êtes habitués, il y a genre 20 courses, on en fait 4 grands maximum parce qu'on est des feignants. Là, cette année, on en a raté qu'un et on avait une bonne raison, vous vous en souvenez. Donc vous êtes prêts, on va débriefer et analyser avec vous ce Grand Prix qui a eu lieu sur le circuit de Barcelone. Barcelone en septembre, vraiment, plus rien ne va. Le réchauffement climatique, le monde part en couille, ça veut rien dire du tout. Pour ce faire, l'équipe est un peu spéciale. On accueille un invité. Comment va monsieur Alexandre ? Eh ben, il va très bien. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravi d'être là. J'ai hâte de débriefer ce week-end qui était sympathique, même s'il se déroule en septembre. Bah écoute, avec plaisir. Je te laisse te faire une petite présentation. Qu'est-ce que tu fais, etc. C'est quoi tes actualités ? Eh ben, je m'appelle Alexandre, j'ai 21 ans et je suis journaliste sportif dans les sports mécaniques et du coup, je travaille entre la Formule 1, le MotoGP, les courses de Porsche et c'est ça ma vie. Je change de discipline, je vais même pas dire à chaque week-end, c'est à chaque heure de la journée. Donc, mais c'est ce que j'aime, donc j'adore ça et puis la moto, ça a une présence très importante dans ma vie. Donc, je suis content d'en parler à chaque fois que je peux le faire. Ok, bah écoute, incroyable, on est content de t'avoir. Je vais vous mettre de toute façon le Twitter de Alexandre sur Twitter quand je vais tout l'épisode. Vous aurez qu'à aller vous abonner à son compte, c'est assez intéressant à suivre parce que comme il le dit, il suit plein de sports. Donc si vous suivez pas que le MotoGP, n'hésitez pas à y aller, c'est super intéressant. Bon, il y a Maxime aussi, mais vous êtes habitués. Salut. Non, salut tout le monde, salut les gars, bienvenue à Alexandre, ça fait plaisir. Vraiment, il a un travail vraiment à chier, qu'on se le dise. Vraiment, vraiment faut pas du ça tout. Ça transpire la jalousie ton histoire là. Mec arrive 21 ans, travail de merde, enfin. Non, vraiment, bienvenue à lui, ça fait plaisir d'avoir de nouvelles têtes aussi ici. Et bah, je peux pas être plus d'accord avec toi. Donc, messieurs, je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec les news, quelques petites infos qui se sont déroulées sur les jours qui nous précèdent. Donc, on va essayer d'en parler. Notamment la prolongation chez VR46 de monsieur Marco Bezzecchi. Il avait le choix entre aller chez Pramac et rester chez VR46. Donc, pour être tout à fait complet, il avait un choix l'année prochaine entre prendre une moto de l'année chez Pramac ou garder une moto de l'année précédente chez VR46. Le choix était vraisemblablement cornélien pour lui, mais le GOAT, je mets des guillemets à GOAT, ça va en amuser pas mal, lui a demandé de rester. Apparemment, il lui a mis de la pommade. Oui, Marco, t'as des jolis cheveux, faut pas que tu t'en ailles et tout, blablabla. Donc il est resté, il a fait la décision de rester chez VR46 avec tous ses potes, son mécano, parce que ce qui a penché apparemment dans la balance également, c'est qu'il ne pouvait pas emmener son équipe avec lui chez Pramac. Donc finalement, la décision était prise de rester chez VR46. Messieurs, je vous pose la question, qu'est-ce qu'on pense de cette décision ? Alexandre ? Je suis ultra mitigé. Alors je suis super content, c'est super beau le côté affection, Valentino Rossi, c'est super. Moi je trouve qu'il manque d'ambition. Et là où il manque d'ambition, c'est surtout de donner sa réponse maintenant. Parce que quand on voit la saison de Bastianini, ses blessures à répétition, Ducati, ils sont contents, ils vont placer Bezzecchi chez Pramac. Mais moi, si je suis Bezzecchi, je me dis, attends, mais celui qui m'a précédé là, il est horrible chez Ducati officiel. Bah, moi, j'aurais attendu pour me dire peut-être qu'un jour, on va m'appeler, on va dire, bon, bah finalement, on va te mettre un guidon officiel avec Bagnaia. Parce que je vous jure que pour moi, Bastianini, il n'a pas grand-chose à faire là. Et donc après, ça c'est que mon avis sur le dossier Ducati en général. Sur le dossier Pramac ou VR46, bah, plutôt, j'aurais aimé le voir chez Pramac pour le voir à côté de Martin, voir ce qu'il est capable de faire. Et pour moi, c'est un petit manque d'ambition parce que VR46, ça reste quand même le troisième échelon de Ducati. Et quand on me propose de passer une fois au deuxième, on ne sait pas si la proposition elle reviendra un jour. Donc, j'aurais signé chez Pramac si j'avais été Marco Bezzecchi. Je suis très content que tu aies cette analyse parce que je la partage, mais je vais y revenir un petit peu plus en détail. Maxime, qu'est-ce que tu penses de cette décision de notre ami le Chevelu ?
Bon, mais du coup, je vais me faire l'avocat du diable, sinon c'est pas drôle. Vas-y. Je pense que c'est compréhensible dans le sens où, comme tu dis, il peut pas mener son équipe avec lui. Donc, tu sais pas trop à quoi tu vas t'attendre. En sachant que tu vas arriver dans un box avec Martin qui t'a jeté dehors la semaine juste avant, qui a jeté son coéquipier. Donc je sais pas si l'ambiance elle est au beau fixe entre eux. Peut-être qu'il a pas envie de partager son box avec lui, garder son mécano avec lui aussi. Peut-être que pour lui c'est plus aussi une relation, enfin il est plus confortable à rester là et à se dire j'aurai plus de chance à pouvoir me battre avec Martin avec mon équipe à moi que contre son équipe à lui et lui. Après sur le dossier Bastianini je suis pas aussi tranché. Je pense que il a signé maintenant parce qu'il avait pas le choix. À un moment donné je pense que Ducati lui a dit cousin il va falloir que tu fasses ton choix parce que faut qu'on avance. Ça fait déjà longtemps que ça traîne et je sais pas si c'est à cause de Zarco ou à cause de lui que ça a traîné. Mais ça fait déjà un moment que ça traîne cette histoire et je pense qu'ils en avaient marre, qu'ils voulaient que ce soit tranché et qu'on arrête d'en parler. Donc il a fait son choix. Je pense pas. Bastianini a déjà toujours plus prouvé que lui, même si là c'est compliqué. Je pense qu'il a des facteurs un peu aggravants qui compliquent les choses. C'est pas si tout noir ou tout blanc, je pense. Je sais plus ce que je voulais dire après. Donc c'est pas Non, et je pense que Martin est bien loin devant. Quand tu vois. Pardon, ça y est, j'ai. Martin est bien loin devant. Il a plus de références pour moi que Bezzecchi. Il est plus proche du guidon parce qu'il a déjà joué pendant une année contre Bastianini et bon, je pense qu'il est quand même encore devant Bezzecchi. Et puis on le voit sur la régularité. Ce qu'on parierait pas en début d'année sur Martin, au final il est quand même bien plus régulier je trouve que Bezzecchi, surtout sur les dernières courses. Donc avec la forme du moment, peut-être difficile d'aller s'envisager chez Pramac face à Martin, qui est installé là depuis 3 ans, etc. C'est intéressant. Moi, je partage plus l'avis d'Alexandre, même si ce que tu nous dis clairement se tient. Effectivement, aller chez Pramac, affronter Jorge Martin avec des gars que tu connais pas et tout, peut-être que ça fait un peu peur à Bezzecchi, ce qui peut se comprendre. Moi, je suis d'accord dans le sens où pour moi, c'est un manque d'ambition. On te propose une moto. En fait, je comprends pas comment dans sa tête il peut se dire. Au début de la saison, il n'avait que 2 adversaires, Martin et Bagnaia. Ils se battaient tous les 3. Bagnaia était un peu au-dessus et lui se battait avec Martin, qui eux ont tous les deux une Ducati de l'année. À quel moment, moi je suis à sa place, je me serais dit, ça se trouve, dans la Ducati de l'année, il y a 2 dixièmes. Et moi je suis plus fort qu'eux, donc j'arrive à les tenir. Si j'ai la même moto qu'eux, je leur colle 2 dixièmes à toutes les courses. Tu vois, je comprends pas qu'il ait pas eu cette espèce de réflexion en fait. Je suis pas sûr de ça parce que Bagnaia utilise une 2022 évolue un peu. C'est un peu un modèle assez, entre guillemets, je suis désolé du mot, mais bâtarde, où il n'utilise pas du tout le nouveau pack aéro 2023. Il utilise encore le pack aéro 2022, si je dis pas de bêtises, avec peut-être quelques évos. Il a par exemple, on en reparlera plus tard, mais le nouveau Shot Device là du coup depuis 2 week-ends. Ce qu'a pas forcément Bezzecchi et ce qu'il aura pas. Mais c'est pas si, je suis pas sûr qu'il y ait tant de différence. De toute façon, tu vois qu'il arrive à le tenir. Je suis pas sûr qu'il y ait tant de différence entre la moto de l'année et la N-1. Voilà. Ouais, mais si tu pars pas maintenant, tu pars jamais alors. Parce que si tu veux pas aller affronter Martin chez Pramac. Si, parce que je pense Moi, que tu peux partir l'année d'après. Ouais, pour moi, Martin, c'est un très bon pilote qui a gagné en régularité, comme tu l'as dit, Maxime, et qui aujourd'hui est clairement le candidat. Enfin, si encore Bagnaia ne revenait pas dans les semaines à venir, ça serait le candidat le plus probable pour aller chercher le titre. Mais pour moi, si tu vas pas te battre avec Martin maintenant, quand est-ce que tu vas y aller? Et si demain on te propose un guidon au-dessus et qu'on dit c'est pas ça Bagnaia, tu peux aussi refuser. Est-ce qu'il est encore trop jeune, Bezzecchi? Est-ce qu'il manque d'expérience et de résultats probants? Peut-être. Je suis d'accord avec toi sur le côté affectif, le team, tout ça. Là, je partage entièrement ton avis. Après, pour moi, voilà, c'est vraiment l'ambition, quoi. Si tu veux pas te battre avec Martin cette année, enfin l'année prochaine, du coup, c'est que peut-être qu'il y a un problème de je veux rester dans mon cocon. Et dans ce cas-là, si tu restes dans ton cocon, la carrière, elle sera peut-être bien moins glorieuse qu'elle peut l'être. Bien sûr. Est-ce qu'il a pas en tête de se dire. Alors, moi, je serais plutôt de l'avis de Maxime sur ce que tu as dit par rapport à Bastianini, Alexandre, dans le sens où, quand on lui donne le guidon Ducati officiel l'année dernière, il n'y a pas de débat. C'était entre lui et Martin, et vu les 2 saisons qu'il enchaîne chez Gresini, clairement, il mérite. Donc, là, il n'y a pas de souci. Cette année, elle est dramatique. Dramatique, on sait pourquoi.
blessure au début de l'année sur l'épaule et apparemment c'est une blessure à l'omoplate. C'est très très compliqué. Moi je suis pas ingénieur, j'y connais rien, mais apparemment c'est très compliqué à revenir de ce genre de blessure pour un pilote. Mais même depuis qu'il est revenu, c'est pas dingo et tout, je l'entends. Donc il va avoir la saison 2024 pour se refaire. Il a pas intérêt à se rater, mais en voyant ça, Bezzecchi peut-être qu'il se dit, attends, pourquoi me ferait chier à aller chez Pramac dès l'année prochaine? En 2024, même avec la VR46, je vais rerouler sur Bastianini. Et là, la Ducati officielle, elle est pour moi. C'est surtout Peut-être- rouler sur Martin, quoi. Oui, C'est ça le problème. Rouler sur Bastianini dans l'état actuel des choses, clairement, je pense qu'il n'a pas de doute là-dessus. Par contre, il va falloir rouler sur Jürgen Martin qui monte en puissance énormément cette année. Comme tu l'as dit, Maxime, on n'attendait pas à ce qu'il trouve de la régularité et même plus que Bezzecchi sur les 4-5 dernières courses. Et force est de constater que c'est le cas. Il tombe beaucoup moins, mais il va toujours aussi vite. Donc, pour aller le battre pour le guidon officiel avec une moto de l'année précédente, bonne chance. ah mais il est Ouais, italien après, quand tu sais, même. il y a dû avoir les mots de tonton. Il y a dû avoir les mots de tonton qui ont dû le rassurer, lui dire t'inquiète pas, on va mettre tout ce qu'il faut, on va essayer de négocier. Après, c'est pas Bastianini qui avait eu des évolutions en cours d'année, alors Si. qu'il avait une moto N-1. Voilà. Si. Donc après, tu sais, on sait pas ce qui s'est négocié. Non, bien sûr. Bien sûr, mais j'essaie de comprendre un peu le schéma de pensée parce que sur le papier, ça a l'air de ressembler à un manque d'ambition, comme le dit Alexandre. Alors après, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Il pouvait pas aller avec son mécano. Son mécano, d'ailleurs, Matteo Flamini, je croyais qu'il jouait à Arsenal. Moi, j'ai rien compris du coup. Entre deux blessures, il vient là le week-end. 22 footballeurs, tout le monde n'aura pas. Mais donc, bon voilà. Après, à se poser la question, de toute façon, cette année, elle fonctionne. La Ducati de VR46, il n'y a pas de raison qu'elle ne fonctionne pas l'année prochaine. Voilà, donc il va pas être au fond de classement à cause de ce choix, mais moi, je trouve ça un peu dommage. Ouais. Bref, tout ça, ça nous mène à son ami, l'autre chevelu. Non, mais n'importe quoi, il s'est rasé le crâne, donc rien à voir. Franco Morbidelli, qui lui, alors là, il a lâché une Yamaha sur lequel il est catastrophique depuis 2 ans et maintenant, il faut qu'il choisisse la Ducati. La violette, la bleue, je sais pas, qu'est-ce qu'on fait? Donc, qu'est-ce qui va se passer pour Morbidelli? Il se dirigerait sur la Pramac, laissée vacante par Zarco qui est parti chez Lucio Cecchinello Racing. Qu'est-ce qu'on pense de ça, Maxime? Qu'est-ce que toi tu penses de cette potentielle arrivée de Morbidelli chez Pramac du côté pilote comme du côté team? Ah ben Benef. Pour le team, Benef? Pour Morbidelli. Après, pour le team, mec, c'est un peu flip coin, hein, mais moi je pense que Morbidelli, il a pas tout perdu non plus. Peut-être la motivation et tout ce qui va avec, mais c'est loin d'être un peintre, donc je pense que. Enfin, on verra, on peut pas se prononcer avant ça. Mec, je pense qu'il est en perfo pur, il est pas à des années-lumière d'Alex Marquez, loin de là. On l'a vu en Moto 2 et on l'a vu dans les années où il était au départ en Moto GP. Et Alex Marquez, mec, il ressuscite sur même sur une Gresini, tu vois. Donc Ouais. sur une moto de l'année, je vois pas pourquoi. Puis en plus, il arriverait là sans vraiment de pression, parce que de toute façon, le pilote de pointe, ce sera Martin. Lui, il sera là, il a rien à perdre en soi. Mec, c'est tout bénef, ça tombe tout cul dans ses mains. Donc je pense que par contre, c'est peut-être Bezzecchi qui a fait du coup ralentir la négo. Mais après, est-ce que Pramac veut vraiment de Morbidelli ou attends, on en parlera plus tard, mais de KTM, voir ce qui se passe, parce que on en discutera, mais tout n'est pas fait à mon avis. Donc à voir de ce côté-là. Je pense que peut-être Pramac, en vrai, ils sont un peu dagues. Par contre. Ouais, alors en fait, moi Morbidelli, j'aurais eu le même constat que toi en disant, enfin moi j'ai toujours essayé de défendre un peu, même si c'était ma passion de le tirer dessus, mais toujours rappeler, c'est quand même un mec qui est champion du monde Moto 2, qui a fait une super saison 2020 et tout, et j'avais la même analogie avec Alex Marquez en disant, regardez ce qu'Alex Marquez il fait en passant de la Honda à la Ducati, c'est beau, il n'y a pas de raison que Morbidelli sache pas le faire. Sauf qu'il y a quelques semaines, on a reçu l'excellent Rémi Guillot, que vous pouvez les suivre sur les réseaux sociaux également, qui lui nous a donné un insight nous disant, le problème c'est que ce qui se dit, c'est que Morbidelli, même au ranch, quand ils sont sur des mini-motos, quand ils sont à Misano avec les 1000, quand ils sont avec les dirt track au ranch, il est catastrophique. Apparemment, il est aux fraises tout le temps. Limite, tu le prends à MotoGP 23, il est claqué le mec. Donc, attention, peut-être que l'effet Alex Marquez fonctionnera pas sur Morbidelli. Alexandre, ton avis sur cette rumeur? Pour l'instant, c'est pas une signature. Je partage vos avis. C'est un braquage exceptionnel pour le pilote qui, à mon avis, se voyait plus partir dans un autre championnat que retrouver une moto qui est capable de gagner tous les week-ends. Pour Pramac, par contre, c'était pas le gros lot.
C'est surtout, ils se vantent, entre guillemets, c'est pas le bon mot, c'est pas qu'ils se vantent, mais ils espèrent devenir le premier team à être, le premier team privé à être champion. Donc, Ils vont l'être en plus, c'est ça le pire. mais tu pourras pas, enfin, pour moi, un Zarco t'apporte beaucoup plus de garanties qu'un Morbidelli. Donc, Zarco parti, il faut trouver un remplaçant. Peut-être qu'il n'y a pas aussi fort que Zarco, peut-être que c'est bien possible sur le marché, mais pour moi, il y avait un intermédiaire entre Zarco et Morbidelli. Et pour moi, il se trouvait en moto 2. Mais ils l'ont pas pris. Donc, enfin, plutôt, il a décidé de rester en moto 2. Bah, pour moi, Arbolino, fallait le faire monter. Arbolino? Alors là, certes, en ce moment, on va y revenir tout à l'heure, en moto 2, c'est un peu compliqué. Mais au Ouais. fil de sa progression, alors moi, c'est des choix que j'ai du mal à comprendre. En même temps, je suis pas pilote, donc c'est peut-être pour ça. Mais quand tu as Arbolino, c'est pareil pour Dixon quand tu as la possibilité de passer en MotoGP et que tu restes une année en plus en Moto 2, bon, pour Dixon, ça me choque encore plus parce que bon, le mec, il a l'âge d'aller en Superbike, mais bon, à part ça, non, pour moi, je pense que Ducati, bon, bah, ils vont prendre Morbidelli, probablement, parce qu'on n'a pas d'autre choix sur le marché, ou alors un KTM et ça sortirait, enfin, c'est moins probable, mais ils sont un peu perdants au change. Est-ce qu'ils vont vouloir, est-ce qu'ils vont travailler avec lui ou le laisser de côté? On verra aussi, parce que il y a cette question. Quand il y a Jorge Martin qui se bat pour le titre, bon, un peu moins maintenant, mais il se bat pour le titre, et qu'à côté, tu as un pilote qui va peut-être pas revenir au top, je sais pas. Même si on va dire que Morbidelli, depuis qu'il a annoncé qu'il partait de chez Yamaha, ça revient au niveau de Quartararo. Je ne sais pas si c'est bien d'être au niveau de Quartararo en 2023, mais il a resserré le gap et, des fois, et il est même devant à plusieurs reprises. De temps en temps, ouais. Ça arrive, ouais. Ça arrive plus qu'avant, je Voilà, suis d'accord avec toi. plus que même qu'au début de la saison, quand Fabio faisait 18-19, il faisait 22-23 pour être sûr de bien rester derrière. Sûr d'être Non, derrière. Non, mais tranquille. Vas-y, Maxime. Déjà pour Arbolino Dixon, en vrai, est-ce qu'on leur a proposé quelque chose? Bah, ils ont été Ouais, dans les rumeurs en soi. La question, ils sont, Oh non, Ils ils étaient ont dans pas, les ils sont rumeurs, pas ouais. montés, mais est-ce que, en vrai, est-ce que Grésini ou Pramac a proposé quelque chose à Arbolino ou à Dixon? Peut-être LCR a proposé quelque chose à Dixon, LCR, c'était ça ouais. les rumeurs de Patterson. Et Et bon, après, Arbolino, Dixon c'était vaut plus peut-être vers mieux rester en Grésini. moto 2 qu'aller chez. Je suis pas sûr que Grésini lui ait proposé quelque chose. En vrai, pour moi, tu vas chercher Arbolino, tu vas chercher peut-être un DJ un peu plus évolué, mais tu vas pas chercher grand chose de mieux. Il a rien prouvé. Bah, mec, Tony Arbolino, Non. quoi, enfin. Non, mais mec, alors moi je suis pas le premier fan de Tony Arbolino. Je trouve que t'es dur quand tu dis que c'est un DJ évolué parce que DJ il passe en MotoGP parce qu'il est dans le team Grésini en Moto 2. Il gagne une course sur un peu un Ouais, mais au moins, il malentendu amène à de l'argent. Jerez. Non mais Oui. voilà, alors que DJ quand même, il a passé une demi-saison à se battre contre l'autre qui a les dents qui raillent le plancher là. Il a gagné des courses, il lui a tenu tête et tout. Ah oui, Euh, oui, ça y est, j'ai. Je parle de Acosta. Moi, Ouais. moi pour le coup, je trouve qu'Arbolino, même si à la place de Grésini, je vais pas le chercher parce que je suis pas archi fan de ce qu'il propose et je pense qu'il faut lui donner un peu plus de temps. C'est un mec qui a besoin de temps. Et il a du mal à se mettre en route en Moto 2 aussi. Ça fait sa 3e saison déjà. Mais je trouve qu'il a quand même déjà plus prouvé que Didja. Très clairement. Mais bon, après, peut-être je me trompe. Hein, Ouais, tu c'est vois, pour ça que je te dis que c'est un mec un peu plus évolué, mais après, t'as un mec qui est là depuis 2 ans dans le team et qui est installé, qui amène de l'argent, et tu vas aller chercher un mec qui est là depuis 3 ans en moto 2 et qui arrive toujours pas à être régulier. Donc ça veut dire qu'il n'arrive pas à avoir la compréhension de la moto, ou la compréhension des pneus, ou enfin je sais pas, tu vois, où il a son Ouais. plafond de verre, tu vois. Donc qu'est-ce qu'il viendrait faire en Et moto du 2? coup, la question, c'est on prend qui à la place de Morbidelli sur les Pramac? Et donc, dans ce qu'on est, Bah, le dans ce qu'on est problème, en train de dire, il y a Ah, mais presque personne, du moi- coup, finalement. Ah non, Mais mais c'est ça le problème. Mais c'est ça le problème, je pense. C'est là où on va venir à la conclusion, c'est qu'en fait, je pense que ce qui va débloquer le marché, du coup, on va y mettre les pieds dans le plat direct, c'est KTM. vas-y. Parce que, en fait, tout le monde est un peu en suspens peut-être par rapport à ça, parce que KTM, je pense qu'ils attendent de voir ce que Paul Espargaro va donner. Ça me semble le plus logique. Parce que Fernandez a dit qu'il restait. Espargaro est re-signé, mais personne ne parle de lui l'année prochaine, ils savent pas trop. Peut-être lui qui devrait dégager, faire fusible. Donc ils attendent peut-être de voir à quel point il va revenir, quoi. Parce que le problème, c'est que je pense que c'est peut-être lui qui va sauter même. Et même ce week-end, ils ont dit à Costa du coup, est-ce que vous avez eu des propositions quand même de Ducati par exemple? Et il a juste évité la question, il a dit moi je veux continuer avec KTM, s'ils peuvent m'offrir la solution, je resterai avec eux 100%. Mais tu vois, je pense que
Bah, de toute façon, déjà, vu Acosta, si KTM le prend pas, c'est sûr il a une solution de repli et ils vont attendre après ça les autres. Il y a 2 guidons tout cuits pour lui, je pense. C'est un Pramac et Grésini, ils attendent que ça. Et c'est lui peut-être qui va faire le dernier domino, quoi. Moi, je pense que, comme tu dis, que c'est KTM qui a la clé parce que du coup, ils ont 4 motos, mais ils ont 5 pilotes. Donc, ils sont Binder, Miller, Paul Espargaro, Augusto Fernandez et Pedro Acosta. Et j'irais même plus que ça par rapport à Didja Antonio, parce que du coup, l'autre question, Ouais, c'est c'était ça. Didja qui devait partir. Et au final, on sait pas trop parce que limite, il n'y a personne. Sauf que n'importe lequel de ces 5, alors je compte pas Binder, parce C'est que ça. Binder Je suis d'accord. restera chez KTM. N'importe lequel de ces 5 pilotes, à mon avis, est meilleur que Didja Antonio et donnera plus de résultats sur la Ducati. Je pense. Et meilleur que les choix qu'il y avait à faire en Moto 2 aussi, je pense. Tu vois. Donc c'est pour ça qu'ils ont fermé les portes. Genre, soit t'as un mec qui ramène de l'argent, soit t'as un mec meilleur. Moi, je vois Ouais. pas KTM perdre Acosta. Et au pire, c'est Morbi qui descend. Je vois pas Vas-y, KTM Alexandre, perdre Acosta. Enfin, c'est impossible. Ça fait des années Ah non. qu'ils mettent Non, des sous pour sa formation, un peu comme Piastri en Formule 1 avec Alpine. Ça faisait des années qu'il payait pour l'aider et tout ça. Là, Oh, la ils l'ont carotte, perdu, Hugo. ils s'en mordent les doigts, surtout quand on voit Et ce en que plus, il leur met fait bien comme il faut, Piastri là. actuellement chez McLaren. Et pour moi, c'est pareil. Acosta, c'est un pur produit KTM. Là, t'es aux portes de l'avoir. Et tu vas garder un Paul Espargaro qui a une carrière en MotoGP, qui a beaucoup d'expérience, tout ça, qui revient d'une blessure. On ne sait pas comment il va s'en remettre parce que c'était très grave. Pour moi, je pense que Espargaro, il va sauter. J'ai vu des rumeurs comme quoi il serait pilote Je d'essai pense et aussi. wildcard à chaque fois qu'il y a une wildcard pour KTM. Donc, est-ce qu'Espargaro, il va continuer? Il dit oui, évidemment, il va pas dire non, je vais arrêter. Mais pour moi, je ne vois pas KTM privilégier Espargaro et risquer de perdre Acosta et de l'envoyer dans la concurrence la plus forte, quoi. Non, c'est sûr, je suis 100% d'accord avec toi. Je pense que le fusible, c'est ou Paul Espargaro ou Augusto Fernandez. C'est un des deux. Et Augusto Fernandez fait Oui, une saison très quand même. honnête. Euh, Fait- pour un rookie, je pense. Mais ils attendent juste de voir, Donc, en fait. à mon avis, c'est plutôt Paul. Ouais, je pense que le fusible, c'est plutôt Paul Espargaro qui, en plus, depuis son retour de blessure, c'est pareil, il se montre un peu. P6 sur la sprint de Spielberg, ce week-end, je sais plus, mais il est pas Il rate si la mal Q2 non plus. pour Donc, un rien vendredi aux essais. Ouais. Ouais. Donc, ouais, moi, je pense que demain, Paul Espargaro, certes fusible pour Acosta, je suis Grésini, je pense que je lui propose de guidon. Et si t'es par Mac. Non, je prends Morbidelli. Ok. Peut-être c'est une erreur, mais Ah non, c'est juste je une pense. question. Mais là, pour le coup, il y a réflexion, je suis d'accord avec toi. Mais je pense que je vais plutôt vers Morbidelli. Et Non, j'ai évité. mais j'ai aucun argument particulier. Non, mais mais il a pour le coup, 175 ans, c'est ça l'argument qu'on peut donner. c'est à 90, c'est à 91, il a mon âge, il est un peu plus jeune que moi. Ouais, c'est pas là- grave, il a 175 ans. Ah, merci. Vas-y, Alexandre, dis-nous, toi, t'as le choix entre Morbidelli et s'il y a Paul Espargaro, tu préfères aller chercher. Moi, je pense que je prends Morbidelli pour une raison qui est peut-être un peu trop simpliste, mais moi, c'est juste la blessure qui, pour moi, est très grave. Ouais, Enfin, c'était très grave. Il s'en est remis. Et tu sais pas, et on saura peut-être jamais à quel point il s'en est remis. Alors, certes, il se montre tout ça, mais le jour où il va tomber, enfin retomber, parce que ça arrive forcément, comment il va s'en remettre? Et moi, j'aurais un peu peur si j'étais Pramac d'aller chercher quelqu'un qui est en difficulté, qui se montre certes, mais qui a connu un long processus de retour et qui n'a pas été facile tous les jours. Après, entre Espargaro et Morbidelli, en termes de pilotage même, pour moi, il n'y a pas une grande différence. Je dirais peut-être avantage Morbidelli pareil. parce qu'il est italien. Et je dis pas qu'il y a du favoritisme, mais quand tu es Ducati, quand même, tu as un pilote italien. Enfin, ça peut se comprendre aussi, hein. Et par contre, juste pour revenir sur ce que tu disais, sur Augusto Fernandez et Paul Espargaro, moi, le choix, enfin, il se pose même pas. Augusto Fernandez, c'est un champion du Non, monde. C'est quelqu'un qui a écrasé sa saison, qui là fait des excellentes performances pour un rookie. Moi, c'est le meilleur rookie, mais il est seul, mais c'est le meilleur quand même. Mais pour moi, Augusto Fernandez, il demande qu'à avoir du temps, qu'à prouver. L'année prochaine, en plus, si tu le mets avec Acosta, c'est deux mecs qui ont juste une envie, c'est de prendre le guidon de Miller, qui va probablement, dans les 2-3 saisons à venir, peut-être partir.
Donc ça va être un beau combat aussi chez Tech 3 et ça peut aussi faire progresser Tech 3. Non, pour moi, KTM va faire sauter Espargaro si Acosta, enfin s'il décide de prendre Acosta. Et après, Pramac prendra Morbidelli. Et du coup, je vous pose une autre question. Si vous êtes Grésini, est-ce que vous envisagez pardon, Espargaro à la place de Gian Antonio? Est-ce que cette question... Moi, oui. All day. Vraiment, Tous les je pense jours. qu'il doit ramener des sponsors aussi à Spargaro. Oui, je pense. Ouais. Voilà. Ouais, tous les jours. Et puis pour revenir sur ce qu'il dit Alexandre, c'est intéressant. Je pense que tu mets Acosta à côté de Fernandez l'année prochaine, c'est une jauge intéressante. Ouais. Acosta, rookie, à côté d'un sophomore qui demande qu'à progresser, ça peut être une bonne jauge. S'il éclate pas Fernandez, en fait, c'est peut-être bon. Peut-être qu'on Ouais, s'est un peu trop enflammé, quoi. Je suis d'accord. 100% d'accord avec ça, messieurs. Je vous propose qu'on enchaîne sur le débrief du week-end qui vient de se passer. Et avant qu'on passe à la catégorie Moto 3, je vous demande succinctement votre avis sur le circuit. Alexandre, qu'est-ce que tu penses de ce tracé de Barcelone? Je peux pas être objectif sur ce tracé, c'est l'endroit où j'ai été pour la première fois en tant que journaliste MotoGP, donc c'est un circuit qui a forcément une place à part dans mon cœur. C'est un endroit que j'apprécie beaucoup, que ce soit le tracé, les installations, tout ça. Après, je trouve que c'est, pour parler plus technique, c'est un circuit qui est sympa, qui offre quand même des belles possibilités de dépassement au bout de la ligne droite de départ arrivée ou dans des endroits un peu plus osés quand on a le cran d'y aller. Et moi, j'aime bien. Je sais pas quels sont vos avis sur ce tracé, mais c'est un tracé que je suis content à chaque fois que je vois que on y va la semaine. Très bien. Maxime, quel est ton avis? Alors, j'ai pas du coup les infos sur les installateurs et tout ça, donc je te fais confiance. Mmh. Je suis 100% d'accord avec lui sur les possibilités de dépassement. On a quand même deux bonnes lignes droites avec un freinage derrière qui permettent au mec un peu couillu d'aller chercher des dépassements, même à la fin du premier virage. Canet, il a failli s'y mettre d'ailleurs en tentant le dépassement au dernier virage de la Moto 2. Donc ça offre quelques possibilités d'action sympa, mais franchement, le circuit, je sais pas. Il me fait rien de particulier. Ouais, mais en fait, pareil, moi, ni je le Je sais pas déteste, quoi en penser. ni je l'aime bien. On y va, ça me dérange pas qu'on y aille. S'il y Ouais. était plus, ça me ferait un peu chier parce qu'il est historique quand même. Oui. Très clairement, il donne des super images, hein. Franchement, l'angle au T5 et tout là, c'est impressionnant tout le temps. Et comme vous le dites, voilà, les freinages au T1, au T10, la dernière partie elle est très cool. J'arrive pas, on a eu beaucoup de spectacles ce week-end, mais Oui, en dans ma plus, tête, c'est il y en avait pas beaucoup. Je sais qu'en F1 il est hyper chiant, il se passe jamais rien. ouais, enfin, c'est Peut-être pour ça qu'il compliqué. est pas d'ailleurs. C'est compliqué en F1. Mais non, moi je trouve que en plus ce week-end c'est peut-être le moment où on peut le plus l'aimer. Vu les courses Moto 2, Moto 3, Ouais. c'était dingue. Les dépassements de Munoz dans le dernier virage et tout, au-delà de l'accident avec Hanshu, mais les dépassements de Munoz dans le dernier virage, même les tentatives et tout. Moi je trouve que ce week-end on a eu des belles courses. En MotoGP, peut-être un petit peu moins, mais c'est aussi parce que je me dis que on en parlera plus en détail tout à l'heure, mais qu'après l'accident, les mecs sont un peu plus tranquilles. Et donc, Ah oui, c'est possible. mais je trouve que la course sprint était sympa. Moi, puis même, il y a des freinages qui sont délicats. Celui du T5 en descente, on en a vu des paquets en bac à gravier. Donc, moi, je trouve qu'après ce week-end, on peut plus aimer le circuit que peut-être avant, quoi. On aurait peut-être eu un avis différent avant de voir ce qui s'est passé en piste. Ouais, je suis d'accord. Je pense qu'on a eu le meilleur week-end de l'année. En plus, les 3 courses étaient très cool. Alors, c'est terni par l'accident de Bagnaia. Finalement, ça se finit bien, on va en reparler. Mais à mon avis, on est pas loin d'avoir eu le meilleur week-end de l'année pour l'instant. En tout cas, le Ah, ben plus là, si tu cherches spectaculaire. des émotions ce week-end-là, mec, t'es servi. C'était top of the pop. Bah écoutez, c'est parti. On va débriefer ce qui s'est passé. On va commencer par la catégorie Moto 3. C'est parti. La catégorie Moto 3, donc sur ce circuit de Barcelone, avec une pole de Ivan Ortola, qui lui se montre de plus en plus. Sur le week-end, Lorenzo Felon est inexistant. Messieurs, un petit mot sur Lorenzo Felon, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Sans être dans le troll, sans être parce qu'on l'a souvent été, etc. Là, je sais pas ce que t'en penses, Alexandre, mais pour moi, ça sent vraiment le roussi pour lui, là. Euh, je- oui, il marque pas des points pour son avenir, certes. Après, je serais un petit peu plus réservé. C'est sa troisième course avec sa nouvelle moto. Donc, enfin, il y a des circonstances atténuantes. Évidemment il se montre pas assez. Enfin, il a rien pour peut-être pour le défendre, mais c'est sa troisième course.
avant de prendre le long lap, il fait des très bons tours. Il est pas loin du groupe de tête en course. Bon, après, évidemment, si tu sors trop de fois au-delà des limites de la piste, ça veut dire que tu gagnes un avantage par rapport aux autres. Mais non, oui, enfin, on est français, donc évidemment, on aimerait que le voir performer, aller se battre devant, aller chercher des podiums, des victoires peut-être. Euh, il a encore quelques courses pour prouver que il faut continuer avec lui, parce que c'est déjà trop tard. J'ai pas envie de l'enterrer, on sait jamais. Je trouve qu'il y a peut-être des motifs d'espoir. J'en ai vu des petits motifs. on sent que tu rames un peu, mais que Mais t'as non, envie de mais le parce défendre. que j'ai envie d'y croire quand même, parce que peut-être aussi parce qu'il n'y a rien derrière, donc je me dis, bon, même si Quartararo il On est aime bien jeune, croire en ces cas-là. voilà, j'y crois. Voilà, mes arguments, c'est juste qu'il faut que 3 courses avec sa moto, et il était pas loin du groupe de tête. Ça suffit pas beaucoup. Peut-être, s'il gagne à Saint-Marin ce week-end, je vous aurais prévenu, hein, mais bon, c'est comme ça. Oh, j'ai hâte. Il aura coupé tous les virages. En plus, tu vas bien couper à Saint-Marin, c'est bien. Il aura Ouais, fait le 8 premier longues laps, virage, là, mais- tu peux Ah y aller oui. au premier virage, franchement. Coupe pas, poignée dans l'angle. Maxime, rapidement, ouais, un petit mot sur ce que nous propose Lorenzo Felon en ce moment. Alors, je veux pas l'enterrer non plus parce que ce serait bizarre, mais bah, il était pas loin du groupe de tête parce qu'il était 25 dans le groupe de tête, quoi. Donc, non, c'est compliqué. J'espère. Ce qui me fait peur pour lui, c'est que on dit que c'est peut-être pas joué et tout, mais à la place de Bronek, bah, tu commences déjà à chercher son successeur l'année prochaine, quoi. On a passé la mi-saison. Enfin, il y a sûrement des contacts. Donc en plus, l'environnement doit pas être hyper sain, quoi, parce qu'il il doit s'en douter. Et Ouais. surtout si lui, personne lui repropose rien. Enfin, après, on sait pas dans l'état d'esprit qu'il est. Peut-être en vrai, ça lui ferait du bien de couper un peu. Surtout après tout ce qui s'est passé. Et puis il revient, il performe pas. Donc ça va être compliqué. Sa situation, franchement, je lui laisse. Ouais, 100% d'accord avec ça. Même avec toi, Alexandre, moi je vois pas de motif d'espoir et ça me fait chier de pas en voir parce que comme tu dis, il n'y a pas d'autres Français et on a envie de voir Lorenzo Felon performer, jouer des top 10, des top 5 des podiums en Moto 3, ce serait très cool. Donc, ouais, marre de le clasher pour faire des blagues. Maintenant, ça me rend juste triste et ça serait bien qu'on prie pour qu'il arrive à trouver un guidon et qu'il trouve du rythme et qu'il se montre. Parce qu'en fait, il se montre. Le pire, c'est qu'il se montre pas, même en séance d'essai, de qualif et tout, on le voit jamais, quoi. C'est le problème. Du coup, cette course, on aura assez peu de chutes globalement pour une course Moto 3, je trouve. Et un groupe de 15 pilotes qui va faire la bagarre à la Moto 3. Pas grand chose à dire sur tous les premiers tours parce que, ok, il va se passer beaucoup de choses, des dépassements, ça va être assez intéressant, mais pas d'événements vraiment notoires. Olgado et Honshu vont essayer de s'échapper tous les deux, mais ils vont pas réussir. Le groupe va les rattraper. Je trouve qu'Olgado va faire une course très intelligente jusqu'à 4 tours de la fin, 4 virages de la fin. Honshu, lui, à 3 tours de la fin, il commence à donner des coups de carénage à tout le monde, a commencé à devenir Denis Honshu, celui qu'on a l'habitude de voir, vous savez, celui qui met des coups de coude, qui fait des gestes à tout le monde et tout, là, je l'adore, c'est mon meilleur copain, on va en reparler, vous inquiétez pas. Alonso et Munoz sont très très bien placés, comme tu dis, Alexandre. Munoz incisif qui tente des dépassements assez intéressants aussi et tout, très très cool. Rueda est dans le bon groupe, alors c'est la première fois de la saison qu'on le voit si haut, alors il a déjà été dans le groupe de tête, mais pas si haut. Dans mon esprit, on l'avait pas jusque-là vu se battre pour vraiment mener la course, etc. Ouais. Là, c'est le cas. Jaume Masia est saignant lui aussi, comme on aime bien le voir. Moins d'erreurs cette année et toujours aussi tranchant, donc ça, c'est très cool. Et on entre dans le dernier tour, là où Honshu va tenter un frein invraisemblable au virage 10. Alors, on va tout de suite parler du cas de Denis Honshu et on va revenir ce qui s'est passé dans le dernier virage également, parce que dans le dernier virage, ils sont deux, ça va être David Alonso et Jaume Masia à doubler David Munoz. Alors il rentre à 3 de front dans le dernier virage, les deux passent. Munoz, lui, il est toujours dans le virage et Honshu lui dit non mon pote, tu ne marqueras pas de points sur cette course, il va lui mettre un tu coup resteras dans le virage. Voilà, exactement. Donc parlons de ce qui s'est passé, parce que derrière Honshu va être pénalisé, il va prendre un double long lap, soit l'équivalent de 6 secondes, donc il va rétrograder au classement. Il va ensuite être énervé comme un enfant à qui on a piqué sous-jouet dans la cour de récréation, dans le stand, oui, blablabla. Messieurs, votre avis sur ce qui s'est passé sur Denis Honshu? Je vais commencer par vous donner le mien. Vous le connaissez déjà, j'ai énormément de problèmes avec son comportement, que ce soit sur ou en dehors de la piste. J'adore les pilotes spectaculaires, j'adore les pilotes charismatiques, sauf que je trouve qu'il en fait beaucoup trop.
Alors, son freinage au T10, jamais il peut passer, mais quand je le vois rentrer, il y a une partie de moi, enfin, quand je le vois commencer à le tenter, il y a une partie de moi qui se dit oh putain, quand même, l'enfoiré, c'est incroyable. De se dire ouais, j'en ai rien à cirer. Quoi, ils sont déjà 5 de front, je m'en fous, je serre la corde et je rentre en travers, on va voir ce qui se passe. Ça, j'adore dans l'idée, mais ce qu'il va faire dans le dernier virage, je trouve ça dramatique. Parce que pour moi, il y va pas pour tourner, il y va pour lui mettre un coup de carénage. Et je trouve que c'est cata. Et je finirai en vous disant que hier j'ai fait un live chez Yann de MotoGP Addict qu'on salue avec Alexis Masbou, qui lui a globalement la même analyse que moi là-dessus. On en a parlé, il m'a dit, il disait dans le live, oui, Denis Ondjou pour le coup, il mérite sa pénalité. Peut-être qu'elle est un peu sévère, mais il méritait une pénalité. Alexandre, je t'ai vu hausser des sourcils, je t'en prie, parle-nous de ce que tu as vu de Denis Ondjou ce week-end. Moi, je sais même pas pourquoi on se pose la question de sa pénalité. Enfin, il est indéfendable. Le mec, il fait du flipper avec Munoz. Il a rebondi sur Munoz. Il est allé chercher un podium. Enfin, moi, je trouve ça, c'est horrible parce que déjà, c'est horrible pour Munoz parce que Munoz, c'est vraiment un pilote de course. Le mec, il est garé sur un tour. Il part 17e tous les week-ends. Et au bout de 3 tours, tu vois sa petite moto 44. Elle est dans le top 5. Et tu dis, attends, mais il partait quelle place? Puis tu regardes, et en fait, non, il partait toujours 17e parce que c'est sa place. Moi, c'est vraiment un pilote Munoz que j'apprécie particulièrement parce que c'est le spectacle, c'est le show, c'est son dépassement dans le dernier virage, c'est dingue. Et là, il était à domicile sur les terres où il avait brillé l'an dernier. Et franchement, quand tu perds un podium, bon, il serait tombé, voilà, ça arrive. Quand tu perds un podium comme ça, c'est vraiment horrible pour lui. Donc, la pénalité d'Andrew, je comprends. Après, voilà, j'ai pas forcément le même avis que toi sur Denis Ondjou, je suis plus modéré. Non, j'en conviens. Non Je pas suis un peu extrême. voilà, son comportement, oui, là, ce comportement ce week-end est inacceptable. Il sait très bien qu'il l'a envoyé valser. Il aurait pu se faire mal parce que il part à haute vitesse, Munoz, donc il sait très bien que c'est pas du pilotage, ça. Après, voilà, quand il fait ses dépassements au T10, on voit qu'il plonge à l'intérieur, qu'il freine 30 mètres plus tard. Moi, je fais, ouais, quand même, c'est beau. Voilà. Ouais, non, ouais. Mais voilà, pour être un grand champion, s'il veut l'être, je pense qu'il doit être un peu plus calme, il peut réfléchir. Là, il finit 12e au lieu de 4e. S'il finissait 4e, il prenait des gros points. Il est loin au championnat, mais il n'est pas décroché, surtout en Moto 3 où ça va vite dans un sens comme dans l'autre. Donc pour moi, il gâche des munitions. Et là, ce week-end, en plus de gâcher des munitions, il s'est fait d'autres ennemis que toi. Donc là, il commence. Oui, parce que moi, dans l'idée, il en a rien à cirer, Ouais. et il a bien raison. Mais là, Munoz, la semaine prochaine, s'il le retrouve en piste, il va peut-être pas l'envoyer autant, mais bon, s'il peut lui mettre un petit coup, à sa place, je ne le trouverais pas. Donc Munoz, c'est pas le dernier. Hein. Oui, surtout que Munoz, voilà, c'est un pilote de course. Qui dit Parce que pilote quand il remonte de la 17e place, il remonte pas Ah sans oui, toucher personne. Il remonte pas. Les autres, ils s'appuient. Hein, Ah c'est oui, pas- voilà. Mais il s'appuie sans faire tomber. C'est honorable de sa part. Ouais, on le sait pas parce qu'il est 15e, ça. Mais... Ouais. Vas-y, Maxime, parle-nous de Denise. Denise, déjà, son nom, frérot. T'es champion d'apprendre Denise, franchement. Même ma grand-mère, elle a plus de flow que toi. Non. Je suis un peu pareil que toi. Quand je vois prendre les freins au 10, je me dis, oh le chien. Quand je vois où il freine, je fais, oh le chien. Vraiment, genre, mais vraiment, gros chien, genre, respecte. Non, il se jette. Déjà, alors, je vais être un vieux con. Mais c'est inconscient. Enfin, c'est débile. Genre, déjà, là, il passe à travers tout le monde. C'est très bien. Mais il y a un mec, c'est pareil. Il le découpe. Mais il le découpe. Et pour revenir au dernier virage, il relève et du coup, il a ce petit mouvement juste à la fin où il va juste relever un poil la moto pour lui mettre un petit coup de carénage, l'air de dire, hey, reste là, toi. Alors que, en fait, je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais est-ce qu'il aurait pas pu finir 3ème sans ça, en fait? Parce que l'autre, il est vraiment à l'agonie à l'extérieur. Je pense que si, parce que À la Munoz vitesse, il passe. se fait écarter donc, par Mazia et Alonso. Donc juste s'il enroule correctement, alors c'est facile, hein, il est meilleur pilote que moi, Denis Ondjou. Bien sûr. Mais à mon avis, s'il enroule correctement, la ligne de départ est pas tout de suite. Je pense qu'il peut finir devant Munoz. Moi, Peut-être il se touche un peu, parce que Ouais. je pense qu'il pourra pas l'éviter à ce point-là, mais il le met pas dehors. Parce que, Munoz, il a une trajectoire. En plus, la ligne, elle est pas bien loin. Munoz a la trajectoire idéale en fait. Et donc et Anshu a la même trajectoire. Donc non, Anshu a la trajectoire idéale et il revient sur Munoz qui revient. Donc je pense que Anshu a peut-être pas le temps en fait, il arrive trop vite dans le virage, il n'a pas le temps de prendre une trajectoire un peu plus intérieure pour éviter Munoz. Je suis pas sûr. Mais
Alors que peut-être il relève pour pas tomber lui aussi. Voilà, mais Parce que peut-être il le couche et ils se couchent tous les Mais deux. peut-être que c'est Ça, on Albon sait qui pas. peut finir sur le podium, comme tu dis, quand il voit que Masia et Alonso Alonso. rentrent dans le virage et ils Munoz, peut-être que là, s'il freine un peu avant et qu'il se dit, bah, ils sont à 3, il y en a un qui va s'écarter, il peut faire podium. Comme Oliveira, il avait fait en Autriche il y a quelques Ouais. années. C'est peut-être avant le virage qu'il Ouais. peut se dire, je suis quatrième, mais peut-être que. Mais je sais pas. Surtout qu'il l'a fait, il l'a Oui, fait il lui-même l'a il y a fait 2 semaines pour en gagner plus, la voilà. coupe à Après, Spielberg. je donc, C'est ce que j'avais oublié. Après, ils sont tellement jeunes et ils sont dans un tel état, je pense, Bien dans les sûr. tours que, mec, Mais la course là, c'était du miel. Franchement, c'était incroyable. Moi, j'ai adoré. Du coup, Holgado, lui, va aller chuter tout seul dans le T10 dans le dernier tour. On va revenir là-dessus, messieurs, parce que c'est un mec qui gère très très bien, je trouve, ses courses et son championnat, très intelligent tout le temps. Et là, il vient de faire une erreur monumentale. Donc, on va essayer de revenir là-dessus. Derrière, donc vous l'aurez compris, on aura une victoire de David Alonso pour quelques millièmes devant Jaume Masia. Le troisième sera José Antonio Rueda pour son premier podium en carrière devant Ayumu Sasaki 4e, Stefano Nepa 5e, Ricardo Rossi 6e, Kaito Toba 7e, Suzuki 8e, Yamanaka 9e et Ivan Ortola 10e. Messieurs, rapidement, un mot sur du coup Holgado. Maxime, est-ce qu'il va le regretter? dégoûté un peu. Dégoûté parce que je pense qu'il entame le dernier tour. Il y a le classement virtuel sur le côté, donc il est premier. Peut-être là que commence son erreur. Mais bon, après, on sait qu'il est rapide en ligne droite. Il a cette faculté-là où il est quand même assez vite en ligne droite et même quand il atteint les tours, il mène souvent les courses en fait, et assez longtemps. Il se fait rarement doubler de la ligne droite. Je pense qu'il a quand même pas mal de speed. Après, je sais pas si ça vient de sa corpulence, il arrive bien à se mettre derrière la bulle et il est assez léger, ou ça vient du réglage de sa moto. Mais il a quand même ce point fort là, donc il se dit peut-être qu'il peut attaquer sereinement le dernier tour et qu'il vaut mieux l'attaquer là que derrière. Et du coup, après, forcément, il va se faire doubler, ça va être assez compliqué. Mais il attaque ce dernier tour avec 46 points d'avance, je crois, sur le général provisoire. Et du coup, il tombe et il finit avec seulement 12 points d'avance, je crois, si je dis pas de bêtises, il repart avec 12 points d'avance. 13, voilà. Donc, ouais, et après, bon, erreur de pilotage, je pense que, qu'est-ce que tu veux, il va à l'intérieur, c'est plutôt safe, théoriquement. Vaut mieux être à l'intérieur qu'à l'extérieur, je pense, dans ce virage-là. Peut-être un peu fort, un peu sur les vibreurs avec un peu trop de vitesse, peut-être trop recoupé aussi pour essayer de gagner un max de place. Bon, mais je pense qu'on peut pas trop lui en vouloir sur ça. Peut-être sur la construction du dernier tour où il est peut-être un peu optimiste en attaquant sur le dernier tour en étant premier. Mais après, tout le monde a pilé derrière. Hein. Il a essayé de freiner dans l'avant-dernier tour, mais personne n'a voulu passer. Donc après, t'es là quoi. Alexandre, c'est quoi ton analyse sur Holgado? C'est une erreur qui arrive, c'est une erreur un peu de jeunesse aussi, peut-être d'avoir essayé. Je crois qu'avant qu'il tombe, il est 6e, si je dis pas de bêtises. Donc 6e, il était déjà hors de la lutte pour le podium, il reste 3 virages, enfin c'est terminé. Peut-être que. Il est devant Rueda qui va finir 3. Ouais, Quand il tombe. bon, ok, Il est juste ok. devant Bon, Rueda. allez. Donc vois, peut-être. C'était le bordel Ouais, c'est dans vrai. les 3 derniers tours. C'est vrai, dans le c'est dernier drôle, virage. c'est drôle. Le T10, c'est un sacré bordel Mais aussi. peut-être oui qu'il a un peu trop coupé. Après, moi je me dis c'est pas grave. Voilà, il a perdu des points. Faut juste que cette erreur ne lance pas une mauvaise série. Parce que pour moi, il est constant. Quand on le voit en début d'année, il se battait avec Morera. Morera, on sait même plus où il est. Donc, je trouve qu'il a moins de 100 points, Morera, alors qu'il en comptait 80 au bout de 6-7 courses. Et donc, je crois que Morera, ça fait 4 ou 5 courses qu'il n'a pas fini dans le top 5 ou dans le top 3, je ne sais plus. Mais pour moi, si Holgado il continue comme ça, même sans monter sur le podium, mais juste en faisant des résultats réguliers, il va être champion parce que c'est le meilleur pilote de la saison. Il faut juste pas que cette erreur dans le dernier tour de Barcelone lance quelque chose qui le fasse dégringoler mentalement. Et voilà. Mais sinon, je suis pas inquiet pour lui. Je pense qu'il va réussir à s'en relever assez facilement. Moi, je dirais juste qu'il a construit toute sa saison parfaitement bien et ce qui lui avait permis d'obtenir un joker qu'il a grillé ce week-end. Donc maintenant, il faut recommencer. Voilà. Et je suis d'accord, tant que cette erreur n'en appelle pas d'autres et qu'il reprend sa marche en avant, pour moi, je suis pas inquiet pour lui non plus. Messieurs, un petit point classement vite fait. Donc du coup, Holgado est en tête devant Sasaki à 13 points, Masia est 3ème à 32 et Honshu est 4ème à 33, Ortola 5ème à Attention, 37. Alonso est plus loin. attention à Sasaki, juste, qui, je crois que sur les 7 dernières courses, il fait 6 podiums et une P4. Donc Ouais, Sasaki, c'est pas mal. on en parle un petit peu moins, mais en course, il est là, et bah, là, il a plus que 13 points de retard, donc il n'est pas
faudra vraiment compter sur lui, je pense. Je suis d'accord, Crazy moi Boy. c'est un pilote que c'est un pilote que j'aime bien en plus, donc je suis d'accord avec ça. Ils ont tous mais cramé leur joker, hein. Enfin, excuse-moi, mais en fait, Vas-y. quand tu fais la liste des 4 Oui. premiers, ils ont tous cramé leur joker, ça y est. Ouais. Je pense. Donc maintenant, ça va être à celui qui sera le plus. Enfin, ouais, c'est vraiment une conclusion à la con, putain. À celui qui sera le plus solide jusqu'à la fin. Mais ils ont tous plus trop le droit à l'erreur, quoi. Je suis là, d'accord. maintenant. Je suis d'accord avec ça. Messieurs, est-ce que c'est ok pour vous? On peut passer à la moto 2? C'est ok. Yes. Ah, allez, c'est parti, moto 2. La moto 2, donc sur ce circuit toujours de Catalogne, hein, ça n'a pas changé entre les deux. J'ai perdu mes notes, mais ça va revenir, il n'y a pas de problème. Pole de Jake Dixon. Putain, heureusement que j'étais assis, sinon je serais tombé à la renverse. Acosta en 3ème ligne et Arbolino coincé en Q1. On en parlait un petit peu tout à l'heure. Le week-end va être dramatique pour Tony Arbolino. Bon départ du trio Dixon, Ogura, Canet. Ogura qui revient très très bien, qui continue à nous gratifier de ses freinages monstrueux. Il me vend du rêve. Je trouve qu'il a le plus beau casque déjà des 3 catégories. Ça commence comme ça. Et en plus, son pilotage vraiment agressif, je suis très très fan. La rumeur dit qu'il va quitter le team Honda Asia. Et ça, je suis assez étonné. Apparemment, il se dirigerait vers le team qui remplace Sito Pons, parce que Sito Pons, du coup, ferme le team et sera remplacé par MT Helmet. Ouais. Et apparemment, Ayogura serait signé dans ce team-là. Ce serait pas CLCR donc. Non, pour l'instant, ça se goupille pas comme ça. Ouais. À mon grand désespoir. Bref. Acosta a réalisé un bon départ, lui, de la 3ème ligne. Il remonte, il passe en tête. Devant, il y a une grosse bagarre. Acosta semble vouloir s'échapper. Moi, perso, je me suis dit, ils vont pas le revoir. Il va faire comme d'habitude. Mais d'un coup, il va avoir un énorme drop de rythme. On sait pas du tout ce qui va se passer. Alors, j'ai pas lu. Peut-être que vous avez lu, messieurs, mais à mon avis, un problème. Ça ressemble à un problème de pneu. Le pneu, à mon avis, il est parti d'un coup. Je vois pas d'autre explication à une perte de rythme aussi violente. Ouais, ça fait quelques courses où il a des petits problèmes comme ça. Des drops de rythme assez. À Spielberg, fort. c'était pareil, ouais. Ouais. Donc du coup, Arbolino va lui derrière se démener pour rester dans les points pendant que Vietti, après avoir gagné une course il y a 2 semaines, est revenu dans ses sa place. standards, c'est-à-dire la 12e place, on adore. Albert Arenas se montre. Attends. Vas-y, Est-ce que t'as vas-y. l'info de combien il part? Qui? Parce que je pense qu'il fait pas Q2 Vietti. Hein. Je crois qu'il part 19. Si, il fait Q2 et il doit partir 13 ou un truc comme ça. Ah ouais? Si, il Ok. fait Q2, ouais, je suis Gentil. quasi sûr de moi. Du coup, on va voir Albert Arenas sur cette course aussi, qu'on n'avait pas vu depuis le début de la saison, grosso modo. Il va remonter dans le groupe de tête, pendant que Manuel Gonzalez, lui qui était très bien, va aussi perdre du rythme. Un peu de la même manière que Pedro Acosta. Ça, c'est un peu étrange, peut-être le même problème de pneus. Devant, Dixon et Canet vont prendre le large pour aller faire la bagarre pour la victoire. Canet est saignant, c'est une des rares fois où on l'a vu aussi tranchant, je trouve, Aaron Canet. D'habitude, c'est un pilote qui est plutôt dans l'attente et tout. Là, il avait décidé que ça allait être sa première victoire aujourd'hui. Pas du tout. Dixon va défendre. Alors, j'ai noté à la perfection, entre parenthèses, comme un chien de la casse. Je vais y revenir. On va donc avoir une victoire de Dixon devant Aaron Canet et Albert Arenas. Messieurs, j'ai 2 petites questions à vous poser. Mais la première, c'est qu'est-ce que vous avez pensé de cette course, Alexandre? Je te demande. C'était une des plus belles courses qu'on ait vues de Moto 2, je pense. Ouais, c'était une très belle course. Heureusement, on va dire qu'Acosta a eu sa dégradation pneumatique. Peut-être qu'il attaque un peu trop vite, enfin un peu trop fort dans les premiers tours pour remonter. Et ce qui explique à passer la mi-course, c'est un peu plus dur pour lui. Enfin, sinon, Ouais. c'est pour moi le constat que je fais depuis quelques courses. Mais heureusement, parce que s'il s'envole, c'est vrai que la bataille pour la victoire, quand il est dans son gros rythme, c'est impossible de le suivre. Après, non, une super course, une super bataille entre Canet et Dixon, qui c'est toujours agréable à voir. Canet qui était dégoûté en interview à la fin. On Ouais. peut comprendre, hein, ça fait tellement longtemps qu'il attend cette victoire que quand t'es si proche, bah, malheureusement, elle n'était pas là, donc il était très fermé. Mais non, c'était vraiment une course sympa. Et Dixon qui vient chercher une 2e victoire de la saison, enfin en Moto 2. C'est pas mal, mieux vaut tard que jamais, mais là c'est pas mal. C'est ça. Et c'est ce qui me fait aussi regretter on en parlait tout à l'heure, mais ce qui me fait regretter son choix de rester en Moto 2. Je me dis, une fois que tu as gagné,
qu'est-ce qu'il vise de plus? Le titre de champion, ok, mais bon, je suis pas sûr qu'il l'aura un jour. Je me dis, c'est peut-être là, il est peut-être à son prime, donc c'était peut-être maintenant qu'il fallait faire le grand saut. Ah, la gueule du prime. Oui, mais bon, ils ont- on n'a pas tous le même prime, donc. Non, non, ah, c'est sûr, hein, bah, quand on va pas parler du mien, ça va Ouais. être discret, si vous voulez. Mais Euh, du coup, voilà. Mais non, sinon, une course sympathique. Je suis assez d'accord avec ça. Maxime, j'ai une question pour toi. En parlant de Jack Dixon, je sais pas si tu as vu cette déclaration d'après-course. Euh... Ouais, il m'a vendu du rêve, je suis désolé. Il m'a déclaré, alors je l'ai pas noté, mais grosso modo en tête, c'était un truc d'or. Le gars que tout le monde appelle le nouveau Marc Marquez. Ah, mais je l'ai battu. C'était Qu'est-ce ça. que tu Je sais pas ce racontes, que- frère? C'est exactement Je ça. sais pas ce que je préfère, ce que je préfère imaginer entre ça ou Simon Patterson tout nu tout le week-end parce que Dixon il est tout le temps devant. Je sais pas ce que c'est le pire. Non, mais- maintenant, Vas-y, vas-y. pour revenir sur ça, ouais, il en a fait un, il a fait son week-end de l'année, quoi, c'est bien, on est content. Après aussi Gaz, il avait mis Max, il avait mis Max Tuning, il lui avait mis la jante avant, c'était traité céramique et tout, il était au top du top le cousin. Il pouvait pas faire mieux, il avait pas d'excuses, c'était le seul qui l'avait d'ailleurs. Et Ouais. vraiment, il était dans le max de la maxence, il était au top. Donc ça, plus sûrement, il aurait dû recevoir quelques news de Simon Patterson, du coup il devait être... Là, quand tu pars, t'es chaud, obligé tu gagnes, c'est sûr. Ouais, alors moi, il me fait presque un peu mentir parce que j'avais dit qu'il méritait pas du tout sa place en Ouais. MotoGP, que c'était dramatique et tout. Bon, là, quand tu vois ce qu'il fait là depuis 4-5 courses, tu dis peut-être que sur un malentendu, pourquoi pas, s'il avait eu le guidon Grésini, c'était pas si blasphématoire que ça. Bon, voilà, j'ai mis beaucoup de Je forme. pense que Grésini lui a rien proposé. C'est... en vrai. Mais ça existe aussi. Peut-être qu'il a pas eu Parce de que proposition. Grésini, tous les jours, il y va, je pense. Enfin, Il y a un faut être con il y a un pour pas y aller. scénario Enfin, après, où- il est il y a assez un- con peut-être pour pas y aller, mais... Il y a un scénario où la rumeur de Dixon en MotoGP, c'est juste Simon Patterson, à force de faire des articles dessus, qui l'a créé. Oh, il se Pièce. beurrait le couze. Mais, Non, pour revenir euh, juste vite fait sur... Ah, vas-y, pardon. Vas-y. Non, non, je t'en prie. Pour revenir sur Acosta, il se fait un peu vicose aussi. Il se fait victimiser sa course, le pauvre. Hein. Enfin, Ouais. Canet lui en met une bien tranchante, ça l'écarte, il perd vachement de place. Et Lopez, qui, en bon Lopez qu'il est, va peut-être Oh. rejoindre on the top of the list de l'idiot de l'année Honshu, je pense. Parce que vraiment, plus les courses passent, mais lui, mec, c'est le comble de l'idiot. Il roule comme un sgeg, c'est incroyable. Il fait n'importe quoi, mec. Mais il en met une là, Acosta, mais elle est honteuse. Il arrive au T1, il freine. On dirait Verstappen Hamilton, sauf qu'il y avait un titre à jouer. Le mec tourne pas. Le mec, il aurait pu prendre l'échappée. Enfin, je sais pas qu'est-ce que c'est l'objectif, en sachant que juste avant, il en fait 2 ou 3 déjà bien dégueulasses où il se rate. Je sais plus sur qui, franchement. Mais lui, il les accumule. Je pense qu'il force. C'est excusable, hein, tu sais, il essaie de faire ce qu'il peut. Mais ouais, il commence à être un peu imbuvable, lui. J'aimerais bien le voir sur une Calex quand même. Même si je suis d'accord Ah, bien avec sûr. toi. Il est vite, mec, il est tellement vite. Oui, voilà. Je suis 100% d'accord avec toi. Mec qui jette tout le temps les gens par terre et tout, c'est dramatique. Mais je pense qu'il surpilote parce que la moto est kata. Donc j'aimerais bien le voir sur une Calex, voir ce que ça donne. À mon avis, ça rajoute un candidat au titre, très clairement. Mais on est d'accord que c'est bien vas-y, vas-y. Albert Arenas qui est censé être Marc Marquez. Bah, en fait, je me suis posé la question de qui il parlait un peu. Parce Moi, que dans mon même, idée, il même prend pas le droit. Albert Arenas. Ah, tu penses que c'est Acosta? Oh, parce que pour moi, Bah, c'est je pense, c'est juste pas le jour où il faut le dire en fait. Parce que Acosta, il est. Je veux dire, dans ce cas-là. Le seul point en commun entre Arenas et Marquez, c'est qu'ils ont le même âge. Voilà, tout, c'est tout. Mais du coup, en fait, moi j'ai entendu ça, je me suis dit, mais pourquoi il parle comme ça d'Arenas? Enfin, il a- ouais, mais je me suis dit, attends, il est pas en train Et de dire ça de canette quand même. Et après, je me suis dit, ben, c'est pas Canet non plus. Et donc, je me suis dit, mais Voilà. ils sont 4 sur le podium. Enfin, j'ai loupé quelque chose. Puis après, je me dis, ah, mais non, mais c'est Acosta. Puis je regarde le résultat d'Acosta et je me dis, mais pourquoi il dit ça ce week-end? Enfin, il l'a déjà battu, Acosta. Ou alors, c'est peut-être la première fois qu'il l'a battu, mais c'est pas possible, vu qu'il a déjà gagné. Donc, je me dis, mais pourquoi ce week-end, tu parles d'Acosta qui fait un week-end, bon, on va dire moyen pour ses standards habituels. Mais je me suis dit, mais pourquoi tu sors ça en conférence? Enfin, Il est complètement fou. maintenant, quoi. Complètement Non, mais fou. ce qui est bien avec Dixon, c'est qu'au moins il est régulier dans un truc, c'est qu'à chaque fois qu'il parle, il est dramatique. Ouais. Vraiment, après les courses, il est toujours dramatique. Moi, je disais l'avantage avant, et comme il était nul, on le voyait pas, on savait pas qu'il était imbuvable en fait. Maintenant, on le voit. Putain. Mec, il a pris sa fille, sa meuf, elle était en panique. Elle était là. Oh, Ouais. mais qu'est-ce que tu fais? Elle était derrière, elle était là, mais lâche ça, il va faire une Michael Jackson. Enfin, Non, mais du coup, prochaine Non, question, et, c'est si la semaine prochaine, il gagne devant Acosta, il peut le comparer à qui maintenant? Parce que moi, je sais plus. Enfin, si
Ouais, moi j'ai battu Usain Bolt maintenant. Qu'est-ce que vous allez faire? Parce que si tu Il va refais. dire ramenez-moi Valentino Rossi, je le crève. Heureusement qu'Acosta est pas italien, sinon on l'aurait déjà sorti. Hein. Ouais. Kata. Par- Kata de chez Kata. Par contre, pour la noter, en vrai, Manuel Gonzalez, le sang, Pas mal. ça progresse bien quand même. C'est pas mal. C'est pas mal. Pas du mal tout. devant. Après, je pense que lui et Arenas, ils ont quelque chose qui les a quand même pas mal favorisés, c'est qu'ils sont espagnols. Donc je pense que Espagnol, Barcelone, ils ont dû penser le circuit plus. Puis ils sont plus passés par le CEV. Et par le CEV, quand ils sont juniors, ils Il y a passent 7 plusieurs fois épreuves sur à le- Barcelone. Voilà. C'est-à-dire qu'ils font un championnat de 10 courses, ils passent une fois au Mans, 7 fois à Barcelone, et après ils vont 2 fois à Valence. Voilà. Ouais, c'est possible. C'est possible. Donc très à voir clairement. si ça continue sur les autres circuits pareil. Je pense qu'Arenas il peut très vite retomber dans l'anonymat. Quoi. Garcia va finir 4ème. Il fait vraiment une bonne saison, je trouve. Moi. Ouais. Il progresse bien lui aussi. Comme C'est Guevara. intéressant. Hein. Pareil, il est parti 22ème, j'étais content pour lui. Semaine d'avant, il avait dû partir 23, ça progresse. Je suis en train de me dire, qu'est-ce qu'il me raconte? Il termine 25ème à 52 secondes, Izan Guevara. Non mais Guevara, Il a fini derrière Ana Carrasco, frère. Guevara, il fait comme Munoz, il part loin, mais lui, il arrive loin. Il arrive pas. Non, mais pour revenir juste sur Guevara, petite parenthèse, moi, enfin, ça m'attriste un peu de le voir comme ça, parce que je trouvais que sa saison dernière avait été quand même assez exceptionnelle de régularité en Moto 3. Et alors là, en fait, j'ai du mal à comprendre ce qui se passe, parce que pour moi, le talent, il l'a, Guevara. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est vraiment si compliqué de s'adapter? Bon, il a été blessé aussi, donc ça aide pas, mais est-ce que c'est vraiment l'adaptation où il n'y arrive pas du tout? Est-ce que c'est l'équipe? Mais c'est pas l'équipe, c'est sûr. Donc vraiment, Guevara, sa saison 2023, c'est un gros point d'interrogation. Mais c'est un peu décevant, je trouve, pour qu'un champion du monde retombe aussi vite dans l'anonymat. Pour moi, on est sur un Lorenzo Dalla Porta tiers. Ouais, Ah, oui. putain, c'est dur parce que quand on le voyait arriver là, mec, il était vraiment. On se disait, ouais, le Ah tueur. ouais, quand même. Dalla Porta aussi. Non, mais quand même pas à ce point. Bah, alors, ok, Danny Kent. Alors là, mec, Danny Kent, 1972. non, mais Danny Kent, non, même pas, 2015 ou 14, un truc comme ça, ou je sais plus. Il a tué tout le monde en Moto 3, vraiment, genre, une des saisons les plus dominantes de l'histoire de la Moto 3. On l'a jamais vu en Moto 2. Jamais, jamais, Ah, il jamais. était peut-être pas là. Hein. Après, ça arrive, tu sais. Ouais, et peut-être qu'il est pas venu, ouais. Le problème, c'est. Après, c'est un anglais, ils vont se relayer, dire c'est normal, comme les japonais. Non, après, l'adaptation, c'est compliqué, peut-être, avec la triomphe, tout ça. Ça, c'est sûr. Pas- C'est sûr, c'est sûr. Un petit point classement, vite fait, messieurs. Acosta est toujours en tête. Il accroît son avance sur Tony Arbolino de 22 points, mais pas autant qu'il aurait dû. Hein. Il termine que 6ème. Donc Arbolino, c'est pas. Ça aurait Il est pu être kata, pire. Ouais, là, il est kata, mais ce que je veux dire, c'est que sur un week-end où il est kata, il aurait pu prendre 25-0 dans la gueule, et c'est Ouais. pas le cas. Il en prend 11. Donc, ça va encore. Dixon est 3ème, Canet 4ème, et Alonso Lopez 5ème. Tu sais qu'à la fin de la saison, peut-être, quand Dixon il a dit ça, on l'a insulté. Genre, quand il a dit, ouais, on m'enlève toutes mes chances de titre à Silverstone, c'est. Peut-être en vrai, Ah à oui. la fin de la saison, il va pas être loin. Et on se dira, en vrai, ce con, il avait raison. Ouais, j'ai du mal à y croire quand même, mais c'est possible. Mais écoute, laisse un peu de suspense. Messieurs, je vous propose qu'on enchaîne avec le MotoGP, c'est ok pour vous? Ok. Allez, c'est parti. MotoGP, donc la course sur ce circuit de Catalogne avec une pole de l'ami Francisco Bagnaia devant Aleix Espargaro, dégoûté de ne pas prendre la pole. On s'attendait à ce qu'il la prenne, mais finalement il se la fait souffler par Francis. Et troisième place, première ligne de Miguel Oliveira. On va reparler de la performance de l'Aprilia parce qu'elle était vraiment invraisemblable ce week-end. Zarco va partir 6 et Quartararo 17ème. Sur un de ces circuits où il a le plus performé dans sa carrière, c'est assez étrange, mais on va voir, son week-end va être très compliqué. Sprint, en course sprint, les Aprilia vont être intouchables. Départ complètement raté de Zarco. Bagnaia va essayer de s'échapper, mais Aleix Espargaro ne le laisse pas faire. Il va réussir à le passer pour aller l'emporter. Derrière, Viñales a beaucoup de rythme. Il va essayer de passer Bagnaia, mais rappelez-vous, c'est Maverick Viñales, il est toujours aussi soft, donc il va rien tenter. Bagnaia va très très bien défendre, on va pas se mentir. Donc ça va être une victoire en course sprint d'Espargaro devant Bagnaia et Viñales. Zarco va venir 7 et Quartararo 18ème. On va revenir très rapidement sur la course sprint. Je l'ai pas trouvé incroyable, pas énormément de choses à dire dessus.
Simon Patterson, putain, on a parlé beaucoup trop de fois de lui dans ce podcast, ça va pas du tout là. Il est pas frappant. A tweeté, ouais, bah, dommage. A tweeté en disant oui, ben voilà le problème du MotoGP actuel, Maverick Viñales peut pas doubler Pecco Bagnaia. Je vous demande votre avis là-dessus. Moi, je lui ai répondu. Bien sûr, il m'a pas répondu parce qu'il fait comme s'il me voyait pas. Je lui ai dit donne la même situation à Martin, Bezzecchi, Zarco, Quartaro ou Marquez. Je te jure, Bagnaia, il est pas deuxième. T'es le problème de sa vie au quotidien. Il fait genre il voit pas vraiment. Qu'est-ce que vous pensez de ça, Alexandre? Écoute, tu l'as dit toi-même, hein, Viñales, c'est un pilote qui est très rapide, mais qui a du mal en attaque. Je vais pas dire qu'il sait pas le faire, je dis qu'il a du mal. Donc, Bagnaia, en plus, défend bien, très bien même. Donc, il donne Ça, pas c'est sûr. d'opportunité. Bagnaia, il est capable de freiner hyper tard, et tu te demandes comment il fait. Vu que le principal endroit pour dépasser, il faut freiner tard. Quand t'as un pilote devant toi qui freine hyper tard, bah, c'est compliqué. Si en plus t'es pas hyper à l'aise comme l'était Viñales sur l'Aprilia par rapport à Bagnaia sur la Ducati, évidemment c'est difficile de doubler. Après, à part ça, sinon on invente des DRS comme en Formule 1 et dans ce cas-là tout le monde va doubler tout le monde ou personne va doubler personne parce que bah, ça crée des trop gros écarts. Donc c'est normal que sur les 20 et quelques courses sprint qu'on a, il y en a qui soient moins bien que d'autres. Celle-là, elle a été moins bien. La course le lendemain a été incroyable pour les mauvaises raisons, mais je veux dire, ça arrive, quoi. Il y a des courses moins bien que d'autres, et puis c'est pas parce que Viñales a pas réussi à doubler Bagnaia qu'il faut remettre en cause l'intégralité du MotoGP. Maxime, ton avis là-dessus? Je pense que Viñales et Marini, c'est un peu la même team. C'est même si tu leur mets un DRS, ça les empêchera encore plus de dépasser. Alors, mais non, encore Marini, bon, il fait 2,50 m, donc il a peut-être une excuse, et encore, même si on lui inflige un traitement pas très favorable par rapport à ça. Mais Viñales, il faut se rappeler, si je te dis pas de bêtises, que même quand les motos elles avaient un aéro moins développé, il galérait toujours autant à Bien sûr. dépasser, il a toujours été Ouais. short. Et il a très rarement gagné sans partir devant. Il a eu du mal à construire des victoires où il dépassait beaucoup de gens et en étant très saignant, comme a pu le faire Mir ou Binder, etc. Enfin, même si Mir n'a pas gagné beaucoup, mais il était quand même très apte à dépasser, Ouais. tu vois. Donc, non, rien de plus à dire, enfin, c'est toujours des polémiques. Le seul moment où il est capable d'attaquer Viñales, pardon, c'est dans les fins de course, un peu à l'image de Zarco. Quand les pneus ils sont un peu plus vieux, tout ça, il arrive souvent à un petit peu remonter, surtout quand il fait des mauvais départs qui partent loin. Mais là, sur une course sprint, bah, c'est quasiment impossible que la dégradation soit importante. Donc bah, là, à rythme égal et à pneus égaux, il pouvait pas faire grand-chose. Ouais, puis surtout que Espargaro est le contre-exemple parfait. Espargaro, il part de loin par rapport à Bagnaia, il arrive à recoller avec un mec, il a une espèce de fighting spirit, ce mec, on en parlera plus tard, mais c'est incroyable, c'est un racer, mec, on peut le détester, mais ça c'est admirable quand même. Je suis d'accord. Et mec, il a une facilité avec l'Aprilia à ressortir fort du dernier virage, il est dans la selle. Et elle pêche en ligne droite presque. Parce qu'il se met à côté, et du moment où il sort de la spi, genre... mais il est capable de le faire, alors qu'il est en plus plus grand que Viñales. Enfin, tu peux lui trouver plein de désavantages. Donc, non, je pense qu'il n'y a pas d'excuse particulière là-dessus. À part que Viñales disait qu'il avait un problème avec son pneu avant, il a traîné un peu le problème tout le week-end. Ouais. Ça s'est vu à la fin de la course du dimanche. Son pneu, il était dézingué. Après, on a vu que le sien. Bon. Ouais. Course du dimanche, du coup, ça va être l'apocalypse au départ. Bestia est beaucoup trop optimiste à l'intérieur. Il strike Zarco, Alex Marquez, Bezzecchi et Di Antonio. Donc il va à lui tout seul éliminer 5 des 8 Ducati sur la grille de départ. On est un peu focus là-dessus, sauf que pendant ce temps, un virage plus loin, Bagnaia, lui, il a déjà mis 3-4 dixièmes à tout le monde. Il fait un super départ pendant qu'Alex Espargaro rate le sien et manque à quelques millimètres de se faire emporter aussi dans le carnage du premier virage. Donc là, Bagnaia, on se rend pas trop compte, mais il a mis tout de suite un petit éclat, sauf qu'il sort du deuxième virage. Et là, je sais pas ce qui se passe. Il s'envole. Mais j'utilise souvent le terme satellisé. Mais là, il a rarement été aussi adapté. Là, franchement, il a passé Neptune, Pluton, tout ce que vous voulez. Et le high side est d'une violence monstrueuse, sauf que c'est le premier tour, c'est le premier virage. Tout le monde arrive derrière. Miraculeusement, quasiment tout le monde arrive à éviter, sauf Brad Binder qui va lui rouler sur les jambes. Et heureusement que c'est que sur les jambes, parce que Bagnaia, il tourne, il fait la toupie au sol parce qu'il a trop d'inertie quand il retombe. Et
J'ai dit la pièce est tombée du bon côté. Parce que Ouais. à une demi-seconde près ou un peu plus de force dans ce qu'il était en train de faire, c'était sa tête. Et là, c'était beaucoup plus compliqué. Du coup, drapeau rouge, ils vont évacuer Bagnaia à l'hôpital. Bon, messieurs, on va revenir longuement là-dessus. D'abord, ce qui s'est passé au premier freinage. Johan Zarco va en parler après, pendant son débrief, en disant que il était vraiment très énervé contre Bastianini parce que Bastianini, il dit Bestia va faire de la merde. Ensuite, après, Bestia va le regarder comme si c'était de sa faute et tout. On sait qu'ils sont pas copains tous les deux. Donc, je vous demande votre avis. Maxime, qu'est-ce que tu penses de cet accrochage, de l'analyse de Zarco? Carte blanche, vas-y. L'accrochage, de toute façon, qu'est-ce que tu veux dire? Enfin, c'est un assassin. Ouais, Il arrive comme un pélican, il les fauche tous. Enfin, voilà, on a assassiné Martin pour l'Autriche. Mec, après, Alexis Masbou, pardon, j'en parle. Voilà, pardon. A eu une take super intéressante sur tout l'enchaînement premier et deuxième virage. Où il dit que, en fait, ce qui est compréhensible, il arrive vachement plus vite avec du vent dans le dos. Et il a peut-être pas mis son point de freinage par rapport aux bonnes personnes. il fait un super départ. Il fait un super départ. Super fort avec le nouveau shot device, mec, de chez Ducati, c'est incroyable. Ouais, il sort super bien de la grille. Et l'analyse de Zarco, alors on peut être pas d'accord ou d'accord avec ce qu'il dit. Par contre, l'analyse de Zarco, il dit il s'est calé sur moi pour son point de freinage, sauf que il dit je suis déjà à la limite en fait. Donc il s'est dit il a freiné un quart de seconde après Zarco, mais c'était trop tard en fait parce que déjà Zarco était presque trop tard. Alors je pense que Zarco déjà il est à sa limite à lui, c'est peut-être pas la limite des autres. Ça j'entends. Et il arrive plus vite que tout le monde, mec. C'est ouais, il a 10 de plus. On croyait que la KTM c'était très fort ce qu'ils avaient fait sur les départs. Mais mec, Ducati a réussi à repasser au-dessus de la force qu'ils ont de frappe, c'est sur les évolutions, c'est incroyable. Mec, mi-saison, ils arrivent, ils te pondent un truc, c'est un avion, ça marche direct. Incroyable. Je suis assez d'accord avec ça. C'est aussi grâce à ça que Bagnaia a tout de suite 4-5 longueurs d'avance à la sortie du premier virage. Parce qu'il fait un super départ. Donc, moi, je suis Bestia, oui, là pour le coup, il fait l'assassin. Apparemment, je me suis pas rendu compte, mais sur la course sprint, c'est lui qui sort Zarco aussi au premier virage. Donc, il n'y a pas de chute, mais c'est lui qui l'écarte. Bon, c'est à l'image de sa saison. Il essaye un peu trop en faire pour cacher que c'est catastrophique, sa saison. Alors, justifié ou pas par les blessures, mais en tout cas, il n'est pas à sa place, il surpilote. Et là, il va clairement créer une apocalypse. Alexandre, vas-y, Zarco est giga dur en conférence de presse après, où il vient vraiment l'assassiner. Genre, quand c'est Marquez qui vient le découper en Argentine, il est là. Oh là là, c'est vrai que Marc, je comprends pas la réaction qu'il a eue après, il a été un peu méchant avec moi. En Argentine En Argentine, pardon. En Allemagne En Allemagne, ça commence par pareil. En plus, c'est presque au même endroit. Et frère, il a failli lui ôter la vie. Non mais ça a rien à voir. Pour moi, ça a rien à voir parce que Marquez du coup perd les freins et la moto part. Il perd les freins de quoi? Il les perd pas les freins, il les a dans sa main. Mais, ils sont pas partis. Alors d'accord. Il a aucune esquive technique. Il perd l'avant et la moto tombe et après la Honda vient faucher Zarco. Là pour le coup, on est revenu 1 milliard de fois sur le sujet. Marquez il est pas pour grand chose. On peut discuter de son comportement après course, mais sur l'accrochage en lui-même, Marquez il y peut rien. Il peut pas téléguider la moto par la pensée une fois qu'elle est partie, tu vois. Non, mais Zarco il reproche pas que le comportement. Il reproche pas que l'action, il reproche le comportement après aussi. Je trouve que depuis l'année dernière où il s'est passé ce qui s'est passé avec les consignes de course et tout, Bastianini après a ramené sa bouche, a dit que lui les consignes de course il n'avait rien à foutre. Et que Zarco a surenchéri en disant ouais de toute façon Bastianini c'est le seul qui est de coupe ici, tu vois. Depuis il le lâche pas, dès qu'il peut lui en mettre une, il lui en met une, il a été genre hyper incisif avec lui en débrief alors que mec il lui a paniqué sa course, il est reparti après par chance, très bien certes, mais quand c'est quelqu'un d'autre et puis il oublie Zarco que lui aussi il a fait des erreurs, il oublie que quand il a sorti Miller à Silverstone on n'en a pas entendu parler pendant 150 ans alors il le met pas par terre et il met tout le monde dehors quand même, il fait perdre des places à tout le monde, enfin ça va. Non mais il tourne archi tard, il sort les gens, il les met dans les marbles, enfin et lui aussi c'est être incisif. Avant il a sorti des gars aussi, oui. Moi je suis d'accord. Après je comprends qu'il soit énervé et qu'il ait le seum, mais moi je pense que c'est surtout parce que c'est Bastianini. Moi je suis d'accord avec toi dans le sens où quand je l'ai vu l'analyse, la déclat de Zarco, je l'ai bien aimé, surtout son analyse sur tout ce qui se passe sur sa course et tout, enfin sur comment il doit gérer le repartir sur la deuxième course, tout c'est super intéressant. Quand il a tiré sur Bastianini, je me suis dit
Pour moi, c'est mérité parce que Bastia fait clairement une énorme erreur et Martin a fait la même il y a 2 semaines. Donc, frère, à un moment donné, fais un effort. Il y a un mec qui l'a fait il y a 2 semaines. Si tout le monde l'a fait tous les week-ends, il y en a un qui l'a fait à chaque week-end, ça va casser les couilles. Mais Après, si tu pars comme je ça, il y en avait un qui l'avait fait la semaine d'avant, et ils se sortent tout le temps au premier virage. je me suis dit, attention, ça peut aussi très bien lui arriver à Zarco. Donc, Bien sûr. tirer sur quelqu'un, ouais, pourquoi pas, mais quand ça t'arrivera, faudra pas te plaindre quand la personne va te tirer dessus, quoi. Surtout que je pense qu'il est vraiment dans une passe bizarre. Je suis désolé, mec, Alexandre, Vas-y, Non, mais vas-y, vas-y, t'inquiète, vas-y. non, mais on va lui demander son avis après, t'inquiète. mais il est dans une phase bizarre où il rentre dans sa fameuse deuxième partie de saison, j'ai un peu l'impression quand même. Bon, là sur la course il est solide, mais oui, il a un peu un creux de perf et il justifie vachement chez Choura, il fait ses stratégies que personne fait, parce qu'il se pose vachement de questions, je pense. Et puis il a un seum interstellaire parce que ça le frustre et tu perds une Ducati, tu te retrouves sur une Honda, tu sais pas où tu vas. Enfin, je pense elle est un peu bizarre la période actuelle. Possible. Alexandre, quelle est ton analyse sur ce premier freinage avant de parler de Bagnaia? Sur le premier freinage, il y a une donnée que vous avez pas énoncée. Et moi, c'était mon Vas-y. argument principal, c'est que ça s'est dépassé l'année dernière avec Nakagami, qui a envoyé Ouais. Marquez et Rins. Pareil, Alex Marquez et Rins. Et moi, je pense. C'est Bagnaia aussi. Et Bagnaia aussi, c'est vrai. Mais Bagnaia, Bagnaia, ouais. s'était pas blessé. Rins était blessé et je crois que Ouais. Marquez aussi. Et Bagnaia, non, évidemment, évidemment. Et en fait, moi, le truc que je me dis, c'est que quand ça s'est passé l'année dernière, alors ça s'est passé il y a 2 semaines, mais c'est un autre circuit, c'est difficile parfois de comparer. Là, c'est au même virage, c'est la même chose, c'est quelqu'un qui part de loin, qui freine trop tard et qui fait un strike. Bah, moi, je trouve que c'est un peu du mal à passer. Je comprends l'énervement de Zarco. Après, oui, il y a aussi ses rancœurs avec Bastiani. Il aurait peut-être pas dit pareil si ça avait été un autre pilote. Et moi, je trouve que Bastiani, c'est une petite faute professionnelle dans le sens où bah, ils ont tous revu les images. Tout le monde regarde ses départs, tout le monde regarde sa course. Tout le monde a vu ces images. Ça avait fait un gros tollé parce que la Kagami en avait accumulé l'année dernière. Et quand tu refais la même chose au premier virage du même circuit, bah, c'est que pour moi, t'as pas compris la leçon. Et puis là, ça coûte. Enfin, il y a eu l'accident de Bagnaia derrière, dont on va parler, et c'est encore plus dangereux. Il y en a un qui aurait pu se faire très mal aussi dans celui-là, surtout quand Zarco, c'est son propre corps, je crois, qui tape l'une des motos. Donc voilà. Et puis Bastianini, en plus de se rater complètement, il se blesse. Donc lui, il perd tout. Combo. Il se fait dézinguer par Et Zarco. Il perd sa crédibilité, entre guillemets, sur cet incident. Et en plus, il va être forfait pour ce week-end, vu que c'est Pierrot qui le remplace, et peut-être le week-end à venir, on ne sait pas encore. Donc Tu moi, crois qu'ils vont le forcer à venir s'excuser dans le paddock ou pas? Et ils vont le filmer ah genre. bah oui, Nakagami. quand même. Pardon, mais pas avec cette main-là du coup parce qu'elle est cassée. Non, Tu vas lui serrer la main. non, mais clairement, pour moi, c'était dommage. J'aurais bien aimé savoir si la direction de course en a parlé au briefing des pilotes. Ça m'aurait intéressé de le savoir. J'ai pas eu l'info parce que c'est un cas qui est souvent propice ici parce que bah, c'est très très serré comme virage. Ça arrive aussi en voiture, alors c'est un peu moins grave, mais Spectaculaire. mais ça arrive. Donc je me demande s'ils ont revu les images ou quoi, ou si on a appuyé sur ce point. J'espère pas pour Bastianini parce que si la direction de course en avait déjà mis une couche et qu'il fait ça le jour J, il va pas être très aimé du steward. Mais bon, pour moi, il est Est-ce qu'il fera une suspend. Euh, oui, Ouais. long- Ouais, long lap pour sa prochaine course. Ben, il avait pris Ok, long lap pour ce sera comme le. Marquez pour la, Il avait pris pour la long lap. prochaine. Est-ce que ça va faire comme Marquez du coup? Est-ce que ça. Où il va revenir dans 15 courses et du coup il le fera pas? Ouais, mais pour l'instant, il annonce, comme dit Alexandre, au moins forfait pour Misano vu que Pirot sera là et potentiellement pour un des. Et C'est Japon après. je sais Mais plus laquelle. est-ce que Ouais, Pirot c'est va prendre Ouais, le c'est long lap? vrai, c'est vrai. J'ai vu. Ah, franchement, il pourrait parce que de toute façon il va peut-être devant donc Ah. il prendra sa place. Ouais, ça se verra pas, ça se verra pas très clairement. Par contre, après, je pense qu'il y a un truc, c'est que le vent de dos a pas dû aider. Le mec C'est arrive vrai. comme un boulet, vent dans le dos. Ce qu'Alexis Masbou disait, c'est qu'avec le vent comme ça, quand il y a vachement de vent, ça peut te faire refroidir les pneus. Ça impactera surtout Pecco après. Mais peut-être qu'il y a eu. Parce qu'il la perd vachement, tu sais, il arrive vachement Ouais. sur la limite et il a son cul Ouais. qui va bouger un peu. Puis je pense qu'il y a aussi un certain truc, c'est que quand t'es un pilote, et surtout que t'es Bastianini, qui a une certaine confiance en lui,
t'es plus fort que les autres. Donc si au premier virage, l'année dernière, Nakagami, il a strike tout le monde, c'est parce que c'est un bouffon. C'est pas parce que c'est la piste comme ça ou quoi. Dans cette tête à lui, c'est non, mais l'autre c'est un bouffon, moi je suis meilleur, donc moi je peux le faire tranquille, ça le fera pas, tu vois. Ça aurait été, C'est surtout ça. ça aurait été intéressant d'avoir justement les vitesses ou quoi, ou peut-être des courbes, je sais pas quelles données exactement, mais entre la sprint race et le départ du Grand Prix, pour voir sur quel point technique le vent influe réellement, quoi. Ouais, je suis d'accord avec ça. N'empêche, je pense qu'on peut le remercier Bastiani parce que grâce à lui, il y a 5 mecs de moins qui vont avoir besoin d'éviter Bagnaia. Et je suis très premier degré quand je dis ça parce que si dans le flot de pilotes qui arrive dans le deuxième virage et qui doit éviter Bagnaia qui est en train de faire la toupie par terre, t'en rajoutes 5, est-ce que ça se passe pas différemment ? C'est très possible. Moi, Bagnaia, franchement, sa chute, elle m'a fait flipper. Limite plus le high side que quand il se fait rouler dessus, parce que limite il se fait rouler dessus, bah t'as pas le temps de t'en rendre compte. Plus bon, on a déjà vu ça malheureusement et tout. Enfin, je voudrais pas dédramatiser le truc parce que c'était hyper violent et tout. Mais putain, le high side qui prend, la vitesse à laquelle ça part, c'est chaud. C'est rarement ça part aussi vite que ça. On voit que comme si elle avait pas d'électronique la moto. Ouais, comme si le traction il s'était activé trop tard. Exactement. Alexis Masvou, tu le dis hier, pareil, on a parlé pas mal et il disait que, à mon avis, d'après lui, le traction il s'est déclenché une fraction de seconde trop tard à cause du pneu trop froid. Et puis il est parti comme une balle. Genre mec, je pense qu'il s'est dit les Aprilia vont vite, je m'en vais, je me tire. Et du coup, je suis déçu. C'est la première fois que je dis ça. Je suis déçu que Bagnaia. Enfin, je suis toujours déçu quand j'ai pas envie que Bagnaia tombe. C'est pas ce que je veux dire, mais il avait l'air d'avoir la bave aux lèvres. Enfin, genre, vénère de fou. Et ça, genre, Bagnaia vénère comme ça, du sang dans les yeux, on l'a jamais vu, je suis désolé, tu vois. Surtout que mec, tu vois le temps qui reste en glisse, il la lâche pas, il se dit ça va rapprocher, j'en ai rien à foutre. Mais oui. Là, pour le coup, je suis le premier à toujours dire, ouais, enfin, je suis pas très fan de Bagnaia, grosso modo, parce que tout ce que j'ai dit sur lui et tout. Là, franchement, je suis 100% d'accord avec toi. La moto à part, il reste soudé. Je m'en fous. Et parce que, alors aussi, il fait une confiance sans borne à la moto. Il sait de façon. Voilà. Donc, je pense aussi que peut-être ça peut avoir un impact s'il revient des Misano, ce qui apparemment prend le chemin. C'est le chemin que ça prend. Est-ce que il va pas un peu trop réfléchir? Moi, je pense pas. Ça, on le saura sur la piste. Je pense pas. Moi, je pense qu'il a réussi à. Moi, je pense pas pour une raison, parce que il y a le fait de se dire dès le dimanche soir, je reviens. Vendredi prochain, je suis là. Ouais. Donc moi, je trouve que c'est. Si tu le dis lundi, mardi, dans une interview en Italie, un confrère italien quelconque de sport, tu vois, tu as 2 jours pour dire ouais, et tu as tout le service de com de Ducati qui dit il faut que tu dises quand même que tu reviennes. Enfin, on sait pas comment ça se passe dedans. Mais là, lui, le mec, il sort de l'hôpital, ou il est encore à l'hôpital dimanche soir, et il dit les gars, vendredi, je suis là. Et il dit ça à nous, les fans, et qui se sont inquiétés pour lui, parce que son high side, on a l'habitude d'en voir 10 ou 15 par saison avec Marquez. Celui-là, c'est le plus impressionnant que j'ai vu de ma vie. Et donc le mec, il dit ça, il nous dit ça aux fans, mais il dit ça aux pilotes aussi, aux 23, aux 22 qui restent là. Il leur dit, les gars, vendredi, le numéro 1, il sera en piste avec vous. Et moi, je pense que cette réaction, ça m'a fait dire, ok, ben, j'ai moins de doutes dans le sens où il va revenir compétitif. Alors, il sera peut-être pas de retour dominateur et à fond, et peut-être qu'il sera en Q1, qu'il va faire 12e, mais je pense pas qu'on va avoir un Bagnaia qui soit à l'agonie pendant 3 mois, quoi. Bon, déjà, moi, je le voyais pas revenir ce week-end. On n'en est pas encore sûr aussi parce que, déjà, c'est un miracle qu'il n'ait pas de fracture, qu'il ait rien, quoi. Des trucs bénins. Enfin, moi, ça m'hallucine tout même après 2 jours où l'événement s'est passé. Et quand déjà, à 17-18 heures, le MotoGP a envoyé son premier communiqué où c'est le docteur en charge du circuit, enfin, le docteur du circuit qui disait on n'a rien trouvé. T'as ouvert les yeux, t'as regardé vraiment la bonne personne. Voilà. T'es sûr que t'as ausculté Bagnaia, frère, parce que c'était pas Tardozzi sur la table, c'était pas. Et après il te dit il faut faire un scanner en urgence pour être sûr qu'il y ait rien. Alors que du moins je pense que vous aussi, je me suis dit c'est jambes cassées, c'est je sais pas combien de temps d'arrêt. Ah oui. Et là, le mec, il te dit, on va aux urgences à l'hôpital de Barcelone, on va faire un scanner parce que peut-être
il se peut qu'il n'y ait rien. Ah si, ils trouvent une fracture, mais ils savent pas dire si c'est sur le coup ou si c'est un petit truc des semaines auparavant. Avant. Et moi, je trouve ça dingue. Il a une chance de folie, et tant mieux. Mais après, je le vois pas revenir, pour revenir au sujet, je me suis un peu écarté. Je le vois pas revenir sans être, enfin, en étant hyper loin, quoi. Je pense il sera peut-être pas devant parce que, bien sûr, il y a un côté psychologique. Mais moi, je le vois aisément dans le top 6, top 7. Ouais, je suis 100% d'accord avec ça. Maxime, vas-y. Je réfléchissais juste, je me disais, si Ducati, en analysant les données, voit que c'est un problème électronique sur le traction control, est-ce que tu vois que c'est pas mieux de lui dire non, non, y a rien, continue. Mec. Non, mais toi, t'as abusé aussi un peu les pneus, c'était pas assez chaud. Ah, il y avait du vent, hein. Oh là là, ça souffle. Non, mais ça arrive. Non, L'année non. dernière, Vignales, il a perdu les freins à Spielberg. Personne lui a dit le week-end d'après, tu feras gaffe aux freins, je pense. Enfin, je pense que ça arrive. Oui, Mais mais vas-y, bah, Maxime. je pense que c'est pas comparable par rapport aux fois d'avant. Où on pouvait se dire, genre, il a peut-être douté. Là, il a construit une telle confiance. Il a l'air tellement serein que tu te dis. En plus, il a de la marge pour revenir. Il a un peu de temps, si tu veux. Il peut se permettre de revenir et de pas être archi perfo premier dès le départ. En plus, en sachant que je pense qu'à Misano, ouais, la Ducati sera perfo, plus que l'Aprilia. On en reparlera plus tard. Et puis en plus, certes, peut-être il sera pas perfo sur un tour parce qu'il n'arrivera pas à aller chercher l'archi limite. Mais en course, je pense qu'il sera là. En course, il est fort. Je suis d'accord avec ça et j'ai rien d'autre à rajouter. Si on y revient des Misano et qu'il est perfo, comme tu dis, chapeau. Pour le coup, parce que même s'il a pas de blessure dans la tête, se faire rouler dessus, Mec, c'est pas là, on super. pourra plus dire. Enfin, là, il y aura un côté Ouais. warrior. Tu sais, là, Oui. il a un demi-truc. Et s'il revient et qu'en plus il gagne, mec, il fait un gros doigt à tout le monde et charisme ou pas, je roule Ouais. dessus. Je suis d'accord. Et puis surtout, juste, je te coupe. Vas-y, Surtout, non, comme je t'en tu prie. disais, il a de la marge et rien ne garantit que Martin aligne les victoires dans les 3 semaines ou un mois à venir, quoi. Si encore il avait 40 points d'avance, mais que Martin finissait deuxième, bon, tu peux te dire, ça peut fondre. Là, son avance, Martin, il va peut-être en gagner une, voire il va pas en gagner du tout, et il aura toujours, bah, il va peut-être gratter 5 points par-ci, 5 points par-là, mais il a une telle avance, Bagnaia, que tant que Martin n'aligne pas les victoires, il est à peu près tranquille. Ouais, puis en plus, il va revenir. S'il revient, il est tout seul dans le box. Vraiment, tout le monde sera là pour lui, tranquille. Ouais. C'est vrai. Il y a même pas un coéquipier qui peut mettre la pression ou quoi. Il va vraiment. Parce que même Pierrot, il ira voir Bagnaia pour savoir si ça va. Donc, Ouais, je suis 100% d'accord avec vous, les gars. On va voir ce que ça donne, mais je suis assez impatient de voir dans quel état il va pouvoir revenir. On va scruter ça de près. Du coup, drapeau rouge, vous l'avez compris. Deuxième départ avec un all shot de Maverick Viñales devant Aleix Espargaro. Zarco part bien de nouveau. Samedi, il a raté son départ, mais là, les deux départs sont plutôt bons. Il se retrouve 5ème. Quarta fait un bon départ aussi derrière. Quarta qui va partir avec l'Aero 2022. Enfin, même un setup grosso modo 2022. J'ai envie de dire, Sachant c'est qu'en un peu... 2022, il roulait avec un setup 2021. Ouais, mais il a mis 8 secondes à tout le monde, donc ils se sont dit, c'est assez intelligent de tenter, mais ça fait peur. Hein. Enfin, franchement, le développement de Yamaha, ça fait peur quand on est arrivé à se faire ce genre de choses. Bref, Oliveira du coup 3ème et Martin 4ème. La course va être assez calme, mais il va y avoir une bagarre à distance qui, moi, je vais trouver intéressante entre les deux Aprilia. Espargaro va observer Viñales une bonne dizaine de tours. Il va d'abord prendre un petit éclat pour revenir. Il va l'observer et porter son attaque et derrière lui mettre un énorme vent. Enfin, pour le coup, dès qu'il l'a doublé en 3 virages, il lui a mis une seconde quasiment. Donc il va pas le revoir. Oliveira lui va baisser de rythme et va se faire doubler par les deux Pramac. Quartararo lui va remonter le peloton petit à petit à l'inverse de Marquez. Ils vont avoir des trajectoires différentes. Marquez va faire un bon départ, il va dégringoler pendant que Quartararo lui va remonter petit à petit. Et on va avoir une victoire d'Alex Espargaro devant Maverick Viñales et Jorge Martin. 4ème, ça va être notre ami Johan Zarco. Miguel Oliveira 5ème, Alex Marquez 6ème, Quartararo va terminer 7ème, Jack Miller 8ème, Augusto Fernandez 9ème et Fabio Di Gianantonio 10ème. Messieurs, un petit mot sur la course d'Aleix Espargaro. Bon, il était chez lui, c'est un circuit qu'il adore, il l'a poncé, ça s'est vu, les autres n'ont rien pu faire. Maxime.
Ouais, bah, la continuité de la sprint, vraiment, mec, un chien de la casse, incroyable. Un racer de fou, il lâche pas, même quand il fait des erreurs derrière Vignales, à un moment donné, il reprend un éclat. Parce qu'il fait une petite erreur, il repère 6 dixièmes, mais il les reprend, il revient, il lâche pas, il passe devant. Il reste un moment derrière, mais il passe devant après, et après, impossible à rattraper. Donc, non, mec, le week-end, vraiment typique Parfait. Aleix Espargaro, il a la moto, et puis en plus, le mec lâche rien, quoi. Trop la hard, donc magnifique. Ouais, c'est En un, plus, il avait une petite revanche à prendre sur l'année dernière, donc ouais. c'est un guerrier, je suis d'accord avec ça. Alexandre, un mot sur la perf d'Aleix Espargaro. Ouais, bah pareil, en fait, il a tout, la moto, l'envie, la revanche de l'année dernière, le fait d'être à 5 km de chez lui, d'avoir ses enfants qui, en plus, l'accompagnent sur le podium et tout. Il avait tout pour lui, et quand il est comme ça, Espargaro, c'est vraiment un pilote qui est capable d'être champion du monde. Le problème, que les week-ends comme ça arrive 2, 3 fois par an, et donc le reste, c'est plus compliqué. Mais quand il est comme ça, on se demande, enfin, on est frustré, parce qu'on se dit, mais s'il était même pas aussi fort, mais juste un tout petit peu moins fort tous les week-ends, bah, il serait sur le podium tous les week-ends, ou il jouerait le top 5. Malheureusement, c'est un peu plus compliqué. Je pense que l'Aprilia, c'est difficile aussi selon les pistes. Mais en tout cas, non, c'est une belle revanche sur 2022, et il en avait besoin. Et peut-être qu'en deuxième partie de saison, il va se montrer encore plus. Vite fait, alors au classement, il est 5ème à 106 points. Ça peut être facile quand même, hein. Ouais. Surtout que devant, enfin, c'est pas Quartararo 2022 là. Enfin, Non, et puis en plus, il a pas 106 points sur un mec, tu vois. Non, mais Enfin, il va pas, il va pas être titré non plus. Mais Non, mais c'était juste pour. Parce que moi, je me suis posé la question, je me suis dit, là, ça fait 2-3 courses qu'il est pas mal. Donc, comment il est au championnat, tu vois. Bah, ouais. Silverstone, il gagne. Oui, oui. Spielberg, c'est pas ouf. Là, il gagne. Donc, je me dis, bah, faut voir s'il est si loin que ça au championnat. 106 points, Ouais. c'est beaucoup. Et du coup, 56 points sur Martin et une trentaine sur Bezzecchi aussi. Donc, si Bagnaia arrive à podium. revenir. le podium. c'est Le pas podium, déconnant. Ouais, pourquoi 30 pas. points, ça Il va, hein. il y a Binder entre les deux, attention. Mais pourquoi pas. Ouais. Binder d'ailleurs, je pense que la chute, ça lui a détruit sa course. Ouais, Euh, je pense que mentalement, c'était dur après. Il jette la moto et il va voir Pecco au Ouais, pour Medical le coup, Center quoi. pour le coup, Vraiment, enfin, difficile de lui jeter la pierre. Hein. Faut t'as roulé Non, sur non, un non, mec. c'est clair. Ah, c'est clair. Moi, à sa place, je repars même pas, je crois. Donc, messieurs, pour terminer, je voudrais juste qu'on parle vite fait de la perf de l'Aprilia qui a été invraisemblable tout le week-end. Les 3 pilotes, il y en a que 3 pilotes, bien entendu, sur l'Aprilia, le quatrième, on sait pas qui c'est, ont été incroyables. Même Miguel Oliveira était vraiment très très fort. Elle tournait court, elle avait énormément de motricité. Elle était mieux que la Ducati. Alors, je vais être dans l'excès, mais je vous pose la question, Alexandre, est-ce que c'est la meilleure moto du plateau là aujourd'hui? Wow, non. Non, Ah, j'ai dit, je clairement vais être dans l'excès, hein, j'ai pas. Oui, prévenu. non. Hein, faut- Mais clairement pas. Clairement pas. Oui, ça a été la meilleure moto pendant 3 jours, mais aujourd'hui, on en reparle vendredi soir, et quand Oliveira il sera pas en Q2. Non, mais c'est vrai qu'ils ont été incroyables. Oliveira aussi. Euh, bon, il n'y a pas de coéquipier, certes, évidemment. Enfin, ça m'aurait étonné de voir la quatrième Aprilia cinquième. J'aurais été un petit peu Ah, là, étonné. là, ça changerait ton discours là. Voilà, mais disons que, disons que Oliveira, c'est pareil qu'Espargaro, en fait, quand il a tout, bon, lui, il a pas tout le côté affectif, mais quand il a la moto et qu'il se sent bien, bah, il est capable de faire ce genre de performance. On l'a déjà vu en début de saison. Quand il est revenu de blessure, je crois qu'il avait fait une bonne performance. Je ne saurais plus dire où, ça m'échappe, mais je. Bah non, mais au Portugal, avant qu'il tombe, il fait Oui. pas un podium en sprint? Non, non, il fait pas Il est, podium. il est là, il est dans les top places. Il est pas Oui, mal. Il est pas mal, mais il et fait à pas podium. Silverstone, il est pas mal aussi. À Silverstone, voilà. Ouais. Donc Il voilà, joue pour le comme, podium. ouais, comme les Aprilia, depuis Silverstone, elles ont été bien à Silverstone, un peu moins bien à Spielberg. Mais disons que quand Espargaro et Vignales sont bien, Oliveira l'est aussi. Preuve que l'Aprilia fonctionne. Mais bon, pour rattraper la Ducati, Il y a on du en chemin. reparle l'année prochaine. Si tu veux, je te laisse le bénéfice du doute pour la saison prochaine. Mais je suis plutôt confort sur ce sujet quand même, hein. Maxime, du coup, je te pose la question différemment. Partant du principe que la meilleure moto du plateau est la Ducati, à qui tu mets la deuxième place, la KTM ou la Aprilia? La Yamaha. Je pense que je la mets à la KTM, elle est plus complète. La Yamaha, bien sûr. Mais la 2022, par contre. Je pense que l'Aprilia a giga bien progressé en 2 ans. Ils ont fait quand même 2 gros steps. Un peu moins flagrant cette année parce qu'en fait, je trouve qu'ils sont pas assez complets. Sur les pistes un peu stop and go comme l'Autriche, ils vont être beaucoup moins à l'aise, beaucoup plus anonymes. Alors que sur les pistes où il y a vachement de rapides comme Silverstone, l'Argentine ou l'Espagne ce week-end. Misano.
Bah oui. T'as des gros stops à Misano, mec. Hein. Ah oui, il y a des gros stops, mais à Catalunya aussi il y a des gros stops, sauf que tout l'enchaînement Ouais, mais non, je trouve que c'est différent. Je trouve que les rapides conditionnent moins la vitesse à Misano qu'en Espagne. Genre, Alors le rapide t'ouvre la grande ligne droite alors que c'est un gros stop avant la ligne droite à Misano. Non, mais je suis d'accord avec toi que c'est pas la même config de circuit, mais Misano, c'est pas un circuit stop and go comme Spielberg non plus, tu vois. Il y a quand même du rapide aussi. T'as beaucoup de cassures, je trouve. Ouais. On a trop, peut-être. Enfin, ce que je pense. Après, peut-être que je me trompe. Je suis personne. Mais ouais, ils sont vachement dépendants des circuits encore. Donc, ce qui manque à KTM, c'est 2 top pilotes, je pense, bien constants. Parce que tu peux me dire ce que tu veux, mais Binder, Miller, c'est trop inconstant. Autant en course en qualif, c'est fort, mais non. Binder, il en jette la moitié. Miller, il est incapable de tenir une longueur de course sur ses pneus. Enfin. Je suis d'accord pour Miller. Ouais. Tu sais ce que je pense de Binder déjà. Binder, moi j'aime beaucoup. Enfin, Miller, il joue jamais un titre alors que Viñales, je pense qu'à certains moments dans sa carrière, il a pu l'être. Ouais. Donc, non, je pense que c'est pas comparable. Et Oliveira, c'est un bon témoin aussi que quand l'Aprilia marche, parce qu'il a la moto de l'année dernière, si je dis pas de bêtises, peut-être qu'il a des Evo cette année, j'en sais rien. Mais du coup, quand les deux fonctionnent devant, il est vraiment pas très loin. Il lui en manque un peu. Dommage, mais voilà. Mais pour revenir à la question, je pense que non, la KTM est peut-être plus complète. Okay. Meilleure au départ, et meilleure sur un tour, et moins dépendante des circuits. Ok. Messieurs, c'était très intéressant. Je pense qu'on arrive à la fin de cet épisode, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter. Une P7 de Quartararo, c'est presque comme une victoire. Hein. Oui, pardon, je voulais parler de ça. 10 places gagnées. Alors, il y a 2 mecs qui tombent quand ils finissent certainement devant lui, Bagnaia et Binder, mais quand même 10 places de gagnées. 10 places de. Avec une Yamaha d'arriver à double temps de jour. Exactement. Ouais. Et puis, il avait l'air surtout, je vais pas dire heureux, parce que bon, il finit 7ème quand même, c'est un champion du monde, mais plus apaisé dimanche soir. Alors, ouais. on reviendra sur le fait de, quand on parle de développement et qu'on vient chercher quelque chose qu'on a déjà fait, c'est que le développement, il n'existe pas ou qu'il est fait dans le bon sens. Mais au moins, disons qu'un Quartararo heureux avec une moto 2022, je préfère voir ça qu'un Quartararo 2023 avec une moto 2023 qu'il déteste, tout simplement. Donc, bon, est-ce que ça va marcher sur d'autres circuits? Je suis pas sûr. Surtout que c'est des circuits où Quartararo était moins à l'aise l'an dernier qui arrivent. Donc là, à Barcelone, c'est vrai que l'année dernière, il avait vraiment explosé tout le monde. Je sais pas si ça va marcher sur la suite, mais en tout cas, c'est un tout petit peu de soleil dans cette saison qui est très, 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 très compliquée et qui ne cesse de se compliquer plus en plus. Je suis assez d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Je vais pas te paraphraser, Maxime. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Non, en vrai, je pense que lui, cette saison-là, lui servira vraiment et qu'il s'améliore dans son comportement et dans sa façon de faire. On n'a plus grand-chose à lui reprocher. Mais Yamaha, c'est toujours aussi dramatique. On a l'impression que vraiment, le dimanche, ils ont passé un week-end de merde. Le dimanche, ils prennent un truc au hasard, ils le posent sur la moto, ils font on a tout essayé, viens, on essaye ça. Ils vont mettre une étagère à la fin dessus. Vas-y, roule, on va voir. Et ça marche, c'est incroyable. Un jour, ils devraient tester ça le samedi. Hein. Peut-être que sur le tour, ça marcherait aussi. Le problème, c'est qu'ils attendent les 3 jours pour essayer un truc. C'est compliqué. C'est catastrophique. On fait la bise à Alex Rins, bien entendu. Messieurs, du coup, je vous remercie énormément parce qu'on arrive à la fin de cet épisode qui est bien trop long, mais qui était très intéressant. On se retrouve de toute façon dans très peu de temps, vu que tout de suite, ça enchaîne back-to-back avec la course à Misano. Alexandre, mille merci d'avoir accepté l'invitation, c'était très cool. Ouais, ça m'a fait énormément plaisir de parler MotoGP avec vous et puis hâte de suivre vos prochaines aventures. Écoute, il n'y a pas de souci. Vous retrouverez ses réseaux sociaux sur Twitter. Je mettrai son Twitter quand je posterai l'épisode. Et pour nous suivre, n'oubliez pas Twitter, la boîte à clapper, le groupe Facebook, les Norchini MotoGP. Pour nous écouter, Spotify, Deezer, blablabla. Vous êtes au courant. Si vous êtes là, c'est que vous y arrivez. Je vous dis bonne soirée, messieurs, et à la prochaine. Bonne soirée. Bonne soirée. Salut. Congratulations. Incroyable. Sebastian fights back. Loves to be aggressive, doesn't it? But in the future, happen something with you, it will be a problem. Okay. I will be arrested. We don't need to shake hands. We are okay. Rossi runs him out. Rossi ran him out.